Bonjour, ici Yannick Vézina et bienvenue à ce Facebook Live en direct de la ligne d'arrivée de la Western States. Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer. Grand champion du 125 km! C'est la Minute NAC et aujourd'hui je vous parle de l'Ultra Énergie. C'est un mot que vous entendez souvent quand je vous parle des produits NAC, mais c'est pas juste le nom des différents produits. L'Ultra Énergie, c'est la petite révolution de NAC qui fait que chaque produit contient tout ce que vous avez besoin pour aller au bout de vos défis d'endurance. L'Ultra Énergie, c'est une technologie développée par NAC qui repose sur 3 piliers. Un mélange de glucides naturels simples et complexes pour éviter les chutes de sucre, des protéines complètes et durables avec des BCAA naturels pour réduire la fatigue musculaire et optimiser votre réserve de glycogène, et finalement, un mélange d'électrolytes pour reconstituer les minéraux perdus par la transpiration. Que vous choisissiez les bars, les gaufres, les drink mix ou les purées, vous pouvez être certain que vous allez retrouver tout ce que je viens de vous décrire. Je vous confirme qu'en plein milieu d'un ultra, c'est bien le fun de ne pas avoir à faire des calculs mathématiques dans sa tête pour penser à ce qu'on doit manger, puis juste prendre le produit Ultra Énergie qu'on a le goût de manger. Passe ta commande sur le nac.com et utilise le code promo pas sorti du bois pour avoir 15% de rabais. PASSORTIDUBOIS. Bon épisode tout le monde. Ouais, on n'est pas sorti du bois, hein? On est en Facebook Live pour la fin de la Western State 2024 qui nous offre tout un spectacle depuis ce matin. Ça a commencé très tôt cette affaire-là, puis je pense que je suis pas le seul qui est scotché devant son écran depuis 5 heures ce matin. En fait, le départ était à 5 heures à Olympic Valley en Californie. Nous, de notre côté, ça commençait à 8 heures le matin, donc on avait un petit lousse, c'est quand même pas si pire. Donc là, vous voyez, je rebord mon bucket hat. Je me suis dit, je vais me mettre en mood Western State. On sort le bucket hat comme ceux à l'écran qu'on voit. Donc, ceux qui regardent cette vidéo-là, en fait, ce Facebook Live-là, je vous ai mis à l'écran le feed qu'on a de l'organisation de la Western State qui nous ont offert tout un spectacle aujourd'hui. Il n'y a pas juste les coureurs qui ont été très solides, il n'y a pas juste les coureuses qui ont été très solides aujourd'hui. Il y a aussi toute l'équipe qui nous a sorti des images d'un peu partout. On le sait, la Western State, c'est un peu comme certaines de nos courses au Québec, où c'est très difficile d'avoir du signal. Je pense à mes bons amis Nicolas Fréret, la gang de l'UTHC, avec qui j'ai eu la chance de faire l'UTHC TV. On avait des informations qui rentraient au compte-gouttes, des fois très en retard parce que le signal est rare. La Western State, ça a bien beau avoir lieu en Californie. Je vous confirme qu'on est très loin de la Silicon Valley. En tout cas, on n'a pas le signal de la Silicon Valley, loin de là. Donc, voilà. En ce moment, on voit à l'écran Jim Walmsley, le grand champion, triple champion de la Western States en 2018, 2019, 2021, donc 3 éditions consécutives, car il y avait eu la pause de la COVID. On le voit en ce moment sur l'asphalte. Quand on est à la Western State et qu'on voit ces images-là, cette côte-là d'asphalte, c'est qu'on arrive vraiment dans les derniers milles de la course. Moi, quand je vois ces images-là, ça me rappelle 2022 quand on regardait Marianne Hogan courir avec ses pacers, Thomas Duhamel, Oli, tout le monde était là, sa famille était là. Donc, c'est des images qui nous reviennent chaque année. Tu sais, la Western State, il y a ça comme côté très historique, mais très mythique. C'est ces images-là fortes, ces moments-là forts dans la course. Rapidement, en début de course, on le sait, on commence en montant un centre de ski, on monte à 2700-2800 mètres d'altitude. Il y a ces images-là mythiques du soleil qui se lève à l'horizon, puis des premiers coureurs qui arrivent en haut. La grosse neige, on se dit, OK, c'est une course alpine. Puis une couple de kilomètres plus tard, quelques dizaines de kilomètres plus tard, les coureurs sont en pleine chaleur suffocante dans les canyons. C'est ça la beauté de la Western State. Une autre image qui est vraiment forte, qu'on continue de voir parce que on suit beaucoup le top 10 hommes, top 10 femmes, c'est la traversée de la rivière, de la American River dans ce coin-là. On le sait d'année en année, des fois c'est en bateau, des fois c'est à la main. Cette année, c'était à la main.
même si le courant semblait vraiment très fort. On a vu Jim Wamsley à date, c'est le seul des coureurs qui est passé par la traversée de la rivière qui a demandé la veste de sauvetage parce que c'est optionnel, les gens peuvent avoir la veste de sauvetage ou pas. Je vous raconte l'anecdote pendant qu'on voit Jim Wamsley courir avec son équipe, se changer. Je pense qu'il veut mettre ses plus beaux habits pour l'arrivée de sa 4e victoire sur la Western State. En fait, en 2016, la première fois où Jim a participé à la course, il était vraiment en premier, il était sous le record du parcours, il allait vers une victoire certaine. Puis à la traversée de la rivière, ça a été la première de ses 2 erreurs. Il traversait, il a lâché et il a été déporté par le courant. Puis on sait que le courant, on l'a vu si vous regardez les images depuis un peu plus tôt aujourd'hui, le courant est vraiment, vraiment très fort et il s'est ramassé plusieurs mètres plus bas dans la rivière. C'est pas dangereux dans le sens où il y a comme des roches, fait que tu peux t'agripper, mais ça a complètement cassé son momentum de course. À ce moment-là, je crois qu'on est à peu près au 78e mile, donc il en reste long. Et Jim Wamsley, ça l'avait un peu sorti de sa course. Il avait continué d'avancer, puis quelque part au 93e mile, il avait pris un mauvais embranchement, puis il avait couru quelque chose comme 5 km dans la mauvaise direction. Il était revenu à pied, il avait fini ça en marchant 5 heures plus tard. Donc, c'était ça la première édition de Jim Wamsley en 2016. Après ça, en 2017, Jim Wamsley avait abandonné un DNF, ceux qui l'avaient écouté à l'époque ou qui avaient vu des images assez brutales. Là. Encore là, Jim Wamsley avait parti comme une balle, très, très fort en avant. Et finalement, il avait complètement explosé. On l'avait vu vomir dans un ravito. Ça avait été un abandon. Puis ensuite, il a enligné 3 victoires consécutives. En 2018, record du parcours, victoire, un record du parcours, si je ne me trompe pas, en 14h30. Ensuite, 2019, il revient, une année beaucoup plus fraîche que 2018 ou que cette année. Il avait fait un 14h09, le chrono qui est encore aujourd'hui le record du parcours. Ensuite, 2021, une année très, très chaude. Il avait fait ça en 14h46, donc toujours sous les 15 heures, qui est une barre assez mythique à la Western State que très peu de personnes ont réussi à franchir, le sub 15 heures. Et en ce moment, vraisemblablement, très certainement, Jim Wamsley devrait finir ça dans les 10 à 15 prochaines minutes. Très fort, probablement sous les 14h20, ça lui ferait le 2e meilleur chrono de l'histoire. Ça lui ferait 4 des 6 meilleurs chronos dans l'histoire de la course. Donc, ces 4 chronos victorieux seraient 4 des 6 meilleurs chronos de l'histoire de la Western. Ça n'a quand même pas de sens. Je pense que Jim Wamsley, depuis des années, on le sait, c'est un maître dans ce sport-là. C'est un gars qui a très, très, très bien performé à la Western State. 3 victoires très solides. Les gens commençaient à jaser. Est-ce que c'est le plus grand? Est-ce que c'est le GOAT? Est-ce que c'est lui qui est le plus grand coureur de la Western State de l'histoire? Il y a un gars qui s'appelle Scott Jurek qui l'a gagné 7 fois consécutives entre 99 et 2005. Là, j'ai l'impression qu'avec une 4e victoire, je sais que c'est encore loin des 7 de Scott Jurek, mais la domination de Jim Wamsley sur ce parcours-là, sa polyvalence avec ses victoires sur d'autres types de courses, mais ce qui est établi sur la Western State, là, ça commence à être quelque chose d'assez légendaire. 4 des 6 meilleurs chronos de l'histoire, 4 victoires à ses 4 derniers essais. Tantôt, les commentateurs Dylan Bowman et Corinne Malcolm discutaient est-ce que son 14h09 de 2019 est une meilleure performance qu'aujourd'hui, qui va faire un 14h20, 14h25 dans une chaleur beaucoup plus accablante. La question se pose, c'est hypothétique, ça n'a aucune valeur, mais en tant que geek de sport, en tant que geek de trail, on aime se poser ces genres de questions-là. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je considère que c'est dans des grandes performances qu'on peut juste célébrer tout ça. On voit Yannick Bernard dans le chat qui est là, Julie Berthiaume. Coucou à vous deux. J'oserais dire 2 habitués des 100 000 au Québec, ou en tout cas, Julie, l'année passée, a terminé le Forillon, la première édition du Forillon 100 000, l'avait remporté. Première femme finisher de cette course-là. Salut Julie. Nick Gélina, que j'ai croisé à la IPA Fun Run récemment, qui se lance, si je me trompe pas, sur le QMT 100 000 dans une semaine. Salut Nick. Yannick Bernard, bon, plus besoin de présentation de ce gars-là dans le trail au Québec. Yannick, je pense que c'est une légende.
Moi, je pense que Yannick Bernard est une légende. Parlant de légende, Jim Wamsley, toujours à l'écran, qui se dirige rapidement, très rapidement, vers sa 4e victoire sur la Western State. Bonne question, Michel demande est-ce qu'il retourne en France ou il reste chez lui à présent. Cette année, il s'aligne et sur la Western State et sur l'UTMB. On sait que les 2 dernières années, Jim Wamsley vivait en Europe pour tenter un peu d'émuler le mode de vie des Européens. Il est allé vivre à 2 pas de chez François Den. Puis ça l'a payé parce que finalement, il a remporté l'UTMB l'an dernier. Je pense qu'il voulait s'entraîner différemment. Lui qui est habitué au sentier très rapide, très courable de l'Arizona, de la Californie, de cette région-là des États-Unis, d'aller vivre en France. Je sais pas officiellement si ça demeure l'Arizona, à Flagstaff ou s'il retourne en France. Dans tous les cas, il va retourner en France parce qu'il fait l'UTMB. Puis d'après moi, après avoir un gros build-up comme il a fait pour se préparer pour la Western State, donc beaucoup de trails rapides, beaucoup de vitesse, là, il y a des jambes d'UTMB à se bâtir. Puis lui qui tentera peut-être de suivre les pas d'un certain Kylian Jornet et d'une Marianne Hogan, qui sont parmi le très petit échantillon de coureurs ou de coureuses qui ont bien fait à la Western et à l'UTMB dans la même saison. Kylian avait remporté les 2 courses en 2011. Marianne avait fait 2 podiums sur les 2 courses en 2022. Et là, Jim Wamsley, victoire cette année. Très bientôt, on va pas le dire avant qu'il franchisse la ligne d'arrivée. Ça serait peut-être, on le jinxerait nous autres à Québec, à des milliers de kilomètres de lui. Mais je pense qu'il s'enligne sur une victoire western. Donc, après ça, il va se mettre du dénivelé alpin dans les jambes pour essayer d'aller chercher une 2e victoire consécutive à l'UTMB. On est rendu loin dans tout ça. Pendant qu'on voit Jim Wamsley courir dans le petit quartier résidentiel d'Auburn qui mène à la piste de 400 mètres où tous les coureurs, toutes les coureuses qui vont terminer à Western State vont terminer avec un tour de piste jusqu'à la ligne d'arrivée. On les voit traverser Auburn, qui est la capitale mondiale de l'endurance. C'est comme ça qu'ils s'autoproclament. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que ça a été une course extrêmement, extrêmement relevée. On savait que Jim Wamsley allait dominer cette course-là. C'est le maître, c'est lui qui en a gagné 3, mais il s'est fait beaucoup challenger par Rod Farvard. Je vous en reparlerai après parce que là, j'ai le goût qu'on apprécie le tour de piste de Jim Wamsley qui vient de faire son entrée sur la piste de Placer High School à Auburn, en Californie. Le voilà. Jim Wamsley est sur la piste, entouré de son équipe, de sa famille. J'ai la chance d'avoir une petite Noctem pas sortie du bois avec moi. C'est un peu de pub. Cheers à ceux qui regardent ça en même temps que moi. C'est quand même assez malade. Nick Gelina, j'ai vu que tu as une IPA sans alcool. Cheers, mon pote. Donc voilà, on voit Jim Wamsley traverser le stade de Placer High School, un endroit qui est mythique, qui le reste de l'année doit être un stade, un terrain de football d'une toute petite école secondaire d'Auburn en Californie. Puis une fois par année, ça se transforme en ligne d'arrivée du plus grand 100 000 au monde, la Western State. Donc Jim Wamsley va traverser ça. Il est 7h13 heure locale, donc ça va lui faire un chrono. Écoutez, on est vraiment tout près de son record du parcours. Il avait fait 14h09 en 2019. Il va faire ça en 14h14, 14h15. C'est extrêmement impressionnant, la dominance de ce gars-là, la maturité qu'il a gagnée dans les dernières années comme coureur, mais la vitesse est toujours demeurée. Rajouter à ça la maturité et l'expérience, ça fait un coureur redoutable. Le voilà qui traverse la ligne d'arrivée en 14h13 minutes et il prend son temps, 42 secondes. Jim Wamsley remporte sa 4e Western State. C'est historique ce qu'on voit ici. Le 2e meilleur chrono de l'histoire à environ 4 minutes de son record du parcours, mais dans une édition beaucoup plus chaude, beaucoup plus relevée. C'est vraiment une performance de maître que Jim Wamsley nous offre aujourd'hui. Ma blonde qui commente dans les commentaires le bucket hat à 10h15. Bien sûr! Regardez, Jim Wamsley à l'écran a le même bucket hat que moi. Je pense qu'il m'a vu dans le live, il a fait « Guys, amenez-moi mon bucket hat. » Je vais finir ça synchro avec Yannick. Bien sûr, c'est ce qu'il pense. Ça m'impressionne à quel point on le voit à la ligne d'arrivée, puis il vient comme de finir son jog du samedi matin, on dirait.
Pas besoin de s'asseoir, pas besoin de se coucher par terre, pas de grands cris. Simplement prendre ses proches dans ses bras puis terminer ça comme un chef, comme un pro. C'est très, très impressionnant. Francis Picard a un bon point. Imagine s'il n'avait pas arrêté 15 secondes par ravito. Effectivement, s'il n'avait juste pas fait de ravito, on aurait peut-être un nouveau record du parcours aujourd'hui. Christopher Lévesque-Savard, salut. Je te vois dans le chat. J'ai même pas vu on est combien de personnes en ce moment. Cinquantaine, c'est cool pour un samedi 22h15, voir un dude avec un bucket hat commenter un live d'une course qui se passe en Californie. J'ai commencé à raconter un peu la course, puis finalement, on a vu Jim rentrer dans le stade, fait que j'allais pas gâcher le moment, mais c'était une course extrêmement, extrêmement relevée. Bon, il y en a un de fini sur 369, donc c'est encore une course pour les 368 autres, mais c'est la fois parmi les 4 victoires de Jim Walmsley où il a été le plus talonné. Puis depuis la mi-parcours, depuis le 50e mile, Jim et Rod Farvard se sont échangés la position de tête. Pardon, à plusieurs reprises, on a vu Jim entrer premier dans un ravito. Il a pris le temps, je pense qu'il a changé d'espadrille 2 ou 3 fois. Il prenait pas son temps dans les ravitaux, mais je veux dire, il s'assoyait, changeait d'espadrille, ça prend une petite minute ou deux. Et Rod Farvard, ce gars-là qui vient de Mammoth Lake en Utah, un gars de 28 ans qui a talonné Jim toute la journée. Rod arrivait après Jim, une minute, il repartait avant. Donc, à plusieurs reprises, c'est Rod Farvard qui prenait les devants après des ravitaux. Bon, on n'a pas beaucoup d'infos. La course se passe dans des lieux où on n'a pas d'image. Le ravito d'après, Jim Walmsley arrive. Il y a 2 minutes d'avance. OK, c'est 2 minutes. Puis après ça, le ravito d'après, Rod repart en premier. Ça a vraiment été un échange de ping-pong entre ces deux-là. Puis Jim, à un moment donné, a pesé sur le gaz, comme on peut dire. Puis je pense que Rod Farvard a une fin de course plus difficile. À un moment donné, ce pace-là qui est maintenu à haute vitesse pendant une longue journée, ça rattrape. Dans tous les cas, Rod Farvard, peu importe comment ça va se terminer pour lui, on l'attend quand même dans les prochaines minutes. C'est une performance extrêmement impressionnante. C'est surtout une amélioration fulgurante. Écoutez, ce gars-là, l'année passée, avait terminé 11e. On sait qu'à la Western State, le top 10 obtient son ticket pour l'année suivante. Fait que on va voir dans les prochaines minutes, les prochaines heures, 10 hommes et 10 femmes terminer et obtenir leur ticket pour l'an prochain. Donc, s'ils veulent revenir à Western State l'an prochain, ils n'ont pas de course qualificative à faire, ils n'ont pas de loterie à faire. Rod Farvard termine 11e à 4 minutes de la 10e position l'année passée. Donc, à 4 minutes de pouvoir retourner faire la Western State sans avoir à se qualifier. Rod a dû retourner à la planche de dessin, trouver quelle course qualificative il voulait faire. Il s'est ramassé à faire de Canyons 100K, qui est une course qui se déroule sur à peu près les mêmes parcours que la Western State. Un 100 km encore là, extrêmement relevé. Ça fait partie de l'UTMB World Series. C'est qualificatif pour la Western State. Tout le monde est là. Tout le monde qui veut un ticket, tous les jeunes coureurs qui ont de l'ambition sont là. Rod Farvard a remporté cette course-là. Après ça, ça lui a permis de se qualifier pour la Western State. Puis d'aujourd'hui, nous offrir une performance vraiment, vraiment impressionnante. En ce moment, à l'écran, on voit Hayden Hawks, un coureur de haut calibre depuis plusieurs années. Il avait remporté la CCC, je pense, en 2017. Donc, ça fait longtemps que Hayden Hawks est très solide, très performant dans ce sport-là. On l'a vu battre des records de parcours de Jim Walmsley dans les dernières années. Donc, voulez-vous de la vitesse en v'là? Hayden Hawks a battu les records de parcours sur Speed Goat 50K, sur GFK 50 Mile, les records qui appartenaient à Jim Walmsley. On l'a vu à Western State il y a 2 ans de mener une bonne partie de la course et finalement terminer 2e derrière Adam Peterman. L'an passé, il n'était pas sur la Western State. Et là, cette année, il est là, sans ligne pour terminer 3e. Une grosse performance encore une fois. C'est un gars qui a dû se requalifier cette année parce que l'année passée, il n'avait pas fait la course. Il est allé gagner Black Canyon pour une 2e fois. Il l'avait gagné en 2020 devant un certain Elliott Cardin. Et c'est ça, Hayden Hawks qui est très, très, très solide. La caméra le suit beaucoup, lui, en ce moment, j'ai l'impression, puis peut-être que vous pouvez me l'écrire dans le chat parce qu'on essaie de suivre plein d'écrans en même temps, mais je pense que Hayden Hawks semble en 2e place. En tout cas, la caméra est sur lui.
Côté féminin, c'est Katie Scheid en ce moment qui mène. Je vois la question de Julie. Katie Scheid est en train d'offrir une performance, elle aussi, stratosphérique, une performance record. Longtemps dans la course, elle a été en avance sur le record du parcours de Courtney Dauwalter de l'année passée. On se rappelle que l'an dernier, Courtney Dauwalter avait retranché 1h15 au record existant. Le record féminin de la Western State appartenait à Ellie Greenwood depuis genre 2012. C'était imbattable. Les gens se demandaient quand est-ce que ça allait finir par être battu, parce qu'on est dans une époque où chaque année, les records du parcours tombent et le record féminin de la Western State ne se battait pas. L'an passé, Courtney Dauwalter l'a écrasé 1h15 ou 1h30 sous le record. Et même Katie Scheid, qui avait terminé deuxième, était sous le record du parcours existant. Donc, c'était les 2 meilleurs chronos féminins de l'histoire l'an dernier. Katie Scheid revient cette année. Courtney n'est pas là. Dans l'épisode Josette de Geek avec Nicolas Dan, il a osé dire que Katie allait battre le record de Courtney. Puis, je veux dire, j'aime beaucoup Nico, mais celle-là, j'y croyais pas, là. Mais finalement, elle nous a vraiment prouvé que ça se pouvait parce que elle était sous le record du parcours de Courtney Dauwalter pendant plus de la moitié de la course. À un moment donné, elle était quelque chose comme 26 minutes sous le record du parcours. Rapidement, je pense le premier ravito après 8 miles, elle avait déjà 10 minutes d'avance sur la deuxième. C'est une performance à avoir mené du début à la fin. Puis Katie Scheid, j'ai hâte qu'on la revoie à l'écran avec son gilet rose, mais dur à manquer. Elle est dans le pack d'hommes, elle est dans le top 12, 13, 14, je sais plus, mais elle est extrêmement, extrêmement rapide. En ce moment, elle a ralenti un peu, puis on se rappelle que le record du parcours de Courtney Dauwalter l'an dernier, c'était sur la deuxième moitié du parcours qu'elle avait complètement explosé, dans le bon sens du terme, là, complètement grillé la compétition, disons-le comme ça. Puis c'est ça, je pense que c'est là que peut-être le record du parcours a un peu échappé à Katie Scheid, qui, je veux dire, c'est une année plus chaude cette année, puis c'est une performance exceptionnelle qui est en train de nous offrir. Elle va vraisemblablement terminer sous la barre des 16 heures, ce qui est énorme. Elle va inscrire le 2e meilleur chrono de l'histoire. Elle possède déjà le 2e meilleur chrono de l'histoire, fait que elle est en train de marquer son nom, d'engraver son nom dans l'histoire de la Western State. Aucun doute là-dessus. Donc, la course des hommes pour la première place a été beaucoup plus serrée jusqu'à il y a peut-être une heure ou deux. Côté féminin, ça fait très longtemps qu'on sait que Katie Scheid est en tête avec une large avance. Par contre, il faut le mentionner, le reste du pack féminin a beaucoup bougé puis était très, très, très serré. À l'heure actuelle où on se parle, Katie Scheid est passée, c'est la seule qui est passée au 90e mile. Mais ensuite, pour la 2e, 3e et 4e place, on a Fuzhao Xiang, une Chinoise qui était pas qualifiée. Je sais pas comment elle a eu son Golden Ticket, mais c'est pas une fille qui revenait. C'est pas la Chinoise Lia Yingling qui avait terminé 9e l'an dernier. À un moment donné, les deux Chinois, c'était 2e et 3, mais en ce moment, Fuzhao Xiang est 2e au 85e mile, suivi de près, une vingtaine de minutes derrière par Esther Silag, la 3e de l'an dernier, donc encore là, 3e position pour la Hongroise, et Emily Allgood, la Zimbabwéenne, est présentement 4e, une fille qui a gagné l'UTHC 125 en 2019, qui en est à sa 4e Western State consécutive, toujours dans le top 5 ou 6, donc encore là, très solide. Présentement en 4e position. Elle est à 2 minutes d'Esther Silag, donc il y a une bataille qui va se jouer là. Il y a ça qui est le fun aussi avec la Western State. On suit la tête de course, bien sûr. Parfois, il y a de la compétition, comme Jim, où ça a été une course très serrée. Parfois, il n'y a aucune compétition, puis Katie Scheid est seule au monde. Mais les 10 premières places sont extrêmement compétitives. Il y a un gros plateau. Puis c'est toujours intéressant de voir comment ça se joue. Puis des fois, c'est là qu'il y a des gros dépassements en fin de course, puis qu'il y a des choses très intéressantes qui se passent. Donc, présentement, à l'écran, on voit le 2e homme qui va terminer. Et c'est Rod Farvard. Je m'étais trompé tantôt. Il y a des gens qui le suivaient dans le village. Il y avait une caméra plus que sur lui que sur Rod Farvard. Mais bien sûr, Rod finit ça extrêmement solide avec son pacer Tim Tollefson, qui est un coureur qui a 2 podiums à l'UTMB, qui a plus besoin d'introduction dans le sport. Rod Farvard va terminer ça avec le 3e meilleur chrono de l'histoire de la Western State. Va finir ça en 14h24 sous le chrono victorieux de Jim Walmsley en 2018 et 2021. On le voit, 14h24 et
14 secondes et voilà Rod Farvard qui a surpris tout le monde après une 11e place l'année dernière. Vient de terminer ça. On le voit qu'il est très en douleur, couché à la ligne d'arrivée, il vit beaucoup d'émotions. Ça a été une course immense pour ce gars-là qu'on n'a pas vu venir personne. Je pense pas qu'il était comme pronostic de personne. Ouf, on le voit à la ligne d'arrivée, couché. On ne sait pas s'il sort de pleurs ou de douleur ou de tristesse, mais je pense que c'est une fin de course qui a été extrêmement difficile pour lui. À un moment donné, je crois que c'est après la traversée de la rivière au 78e mile, il y a un ravito 2 miles plus loin. Les deux gars, Jim Wamsley et Rod Farvard, ont traversé la rivière ensemble quasiment. Là. Il y avait une dizaine de secondes de différence. Puis dans la montée de 2000, donc un 3,4 km jusqu'au ravito, Rod Farvard a pris 4 minutes à Jim Wamsley. Fait que là, on se dit, OK, Jim, ça va pas, puis Rod Farvard est en feu. Le ravito suivant, 5000 plus loin, donc encore là, c'est pas beaucoup, là, 8 km plus loin. Jim avait repris 1 minute, fait qu'il avait comblé un manque de 5 minutes. Fait que les gars sont mis à s'échanger, puis je pense que c'est ce dépassement-là qui a été un peu le clou dans le cercueil, où on a vu Jim Wamsley à ce moment-là accélérer, puis terminer sa course, puis on a vu Rod Farvard ralentir un peu, puis on avait des échos de ce qu'on entendait dans les ravitaillements, que c'était très, très difficile pour lui, une fin de course pénible. C'était un 100 000, je pense que n'importe quel 100 000 est tough comme ça à la fin, mais je pense que ça a été très douloureux. Il a poussé, puis il est probablement allé très, très loin dans ses retranchements. C'est quand même fou, un gars comme ça qui arrive, qui est un peu méconnu dans le sport, qui tient tête à le plus grand coureur de la Western State, puis un des meilleurs coureurs en ce moment au monde, Jim Wamsley, une légende du sport, un idole du sport, puis t'as ce gars-là qui arrive, qui a donné toute une bataille. Rod Farvard, c'est un nom qui va être facile à retenir, c'est un nom qu'on n'entend pas souvent, puis je pense qu'on va le revoir sur des grosses courses. En tout cas, là, il va pouvoir revenir l'an prochain, parce qu'il y a le dossard M2 qui va lui appartenir. Il est debout, donc ça va, je pense que ça a été une fin de course difficile, mais il est debout. On voit son pacer à Rod, Tim Tollefson, qui salue Jim Wamsley, deux gars qui se connaissent bien, qui ont été longtemps ensemble dans l'équipe Oka. Et Jim Wamsley, voilà, le gros câlin à Rod Farvard. Les deux viennent d'établir le 2e et le 3e meilleur chrono de l'histoire de la Western State. C'est assez historique ce qu'on vit aujourd'hui. Une autre chose assez historique, c'est drôle parce que dans l'émission Josette de Geek qu'on a sorti, Nico, Dan et moi, on parlait à quel point souvent les hommes explosaient un peu plus que les femmes sur la Western State. Hein. On voyait, tu avais le top 10 femmes, puis ils finissaient pas mal toute la course, puis le top 20 hommes, il y en avait juste 10 là-dessus qui finissaient. Puis c'est ça, finalement. On voit-tu Hayden Knox à l'écran? Je pense qu'on a manqué ça pendant qu'on jasait. Hayden Knox aussi est arrivé, donc on a un top 3 très, très, très solide. Écoutez, c'est ça la beauté de faire un live comme ça, puis de prendre un peu d'infos qui rentrent par Twitter, un peu d'infos qui rentrent par le live, des caméras qu'on sait pas trop qu'est-ce qui suivent. On va aller voir qu'est-ce que ça dit là-dessus. Hayden Knox est arrivé, attention, 15 secondes derrière Rod Farvard. C'est pour ça qu'on l'a pas vu arriver. La caméra est arrivée sur Rod Farvard, couché en boule, et Hayden Knox, qui a fait une arrivée sur le podium, un peu sneaky, pendant que la caméra ne le regardait pas, puis bam, 16 secondes derrière Rod Farvard, c'est immense. Écoutez, Jim Wamsley, 14h13, Rod Farvard, 14h24, Hayden Knox, 14h24 et 31 secondes. C'est immense. Quand on regarde dans l'histoire de la Western State, on avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 personnes, en fait 9 finishes qui étaient sous les 15 heures. Là-dessus, tu as 2 Rob Crowr et 3 Jim Wamsley. Fait il y avait 7 personnes ou 6 personnes dans l'histoire qui avaient couru la Western State sous les 15 heures. Même pas, il y en avait 5. Tom Evans, Rob Crowr, Tim Olsen, Jim Wamsley, Tom Evans et Jared Hazen. Et là, aujourd'hui, on en a déjà 2 nouveaux qui s'ajoutent à cette liste-là, qui sont allés sous les 15 heures à la Western State. On parle de Rod Farvard et Hayden Knox. Donc, très, très, très impressionnant. Ça promet pour l'an prochain. On voit Daniel Jones, qui était, moi, ma prédiction pour monter sur la 2e marche du podium, qui s'enligne pour terminer 4e. Lui aussi, sous les 15 heures, très certainement. On le voit sur l'asphalte. Je ne sais pas, il reste combien de kilomètres, un petit 2-3 kilos. Il est 7h29, donc il lui reste 31 minutes pour être sous les 15 heures. Je pense que ça devrait aller. On pourrait le faire à la marche, à reculons,
puis il serait correct. Donc, Daniel Jones, le Néo-Zélandais, qui lui aussi va se hisser dans cette courte liste qui grandit tranquillement des coureurs qui ont terminé la Western States sous la barre des 15 heures. Pensez-y, 100 000, 160 km avec 5600 mètres de dénivelé positif. Et on termine ça en moins de 15 heures. Le pace, c'est complètement fou. Question ici. Tantôt, j'ai vu une question. C'est quoi les choses que Jim Walmsley porte, je crois? Est-ce que je me trompe? J'ai vu cette question-là passer. Je vais essayer de la trouver. Ouais, je retrouve le chat. Hey, j'ai beaucoup trop d'écran pour être un seul homme à gérer ça. Michel Gagnon demande question au cas, quelle chose? Ça s'est posé comme question aujourd'hui dans le live. Il y a eu une grosse campagne parce que la dernière année, Jim Walmsley portait les Oka Tecton X2, donc un esparier de trail avec plaque de carbone. C'était le modèle 2. Et là, on sait que le 3 s'en vient prochainement. Et ils ont fait une campagne seulement pour les gens qui étaient à la Western States en Californie. Il appelait ça le Tecton X 2.5. Donc, c'était comme une version, je ne sais pas si c'était évolué ou c'était juste une version spéciale Western State, mais c'était vraiment un modèle identique à celui que Jim avait porté l'an dernier sur l'UTMB. Donc, est-ce que Jim portait le modèle spécial Tecton X 2.5 ou le 3 qui va bientôt sortir? Moi, je mettrais un petit 2$ sur le Tecton X3. Clairement, il y a un prototype des pieds. Si ils ont fait un 3, c'est qu'il est meilleur que le 2. Voir que Jim Walmsley ne porterait pas la meilleure chose disponible chez Oka. Donc, on voit à ce moment-ci Daniel Jones qui fait son entrée sur la piste. C'est complètement fou. On va avoir 4 hommes qui se hissent sous les 14h35 de course. Ça va les placer au rang 2, 3, 4 et 6 de l'histoire de la Western State. C'est vraiment une édition historique. Puis c'est quand même fou de voir ça parce qu'en 2019, on avait vu ça, 3 hommes se hisser sous les 15 heures, des performances records. C'est une édition plutôt fraîche. Là, on avait une édition qui était assez chaude. Il a fait plus de 93 Fahrenheit dans les canyons. On a vu que c'était très chaud. Même tantôt, en fin de parcours, là, il était 6 heures le soir. Puis il y avait un reporter qui parlait, puis il disait il n'y a aucun vent, c'est chaud. Il suait. Une édition très, très chaude de la Western State. Alors qu'on voit Daniel Jones entrer à la maison, à l'arrivée après 160 km entre Olympic Valley et Auburn en Californie. Je regarde les questions qui rentrent. Je ne veux pas en manquer. Ouais, t'as raison, Nick Gélina. Je pense que Jonathan Albon et Caleb vont probablement aussi finir sous les 15 heures. Donc, cette édition historique-là continue pendant que Daniel Jones va traverser la ligne d'arrivée en 14h32 et des poussières. En attendant le prochain coureur qu'on verra dans les rues d'Auburn, en attendant le prochain tour de piste, j'ai goût de vous parler de la course côté féminin parce que, bon, je le disais, Katie Scheid a mené ça du début à la fin sans grande compétition. Là. Tout le long de la journée, on l'a comparé à Courtney l'an dernier et à Katie Scheid elle-même l'an dernier, selon les chronos. Mais on parlait plus ben des autres femmes en termes de durée parce qu'elle avait une avance assez importante. Par contre, les positions 2 à 8, ça a beaucoup bougé. Beaucoup de gros dépassements. Ça a été vraiment le fun à voir. Puis ce qui était le fun, c'est qu'on avait aussi des caméras sur tout ce beau monde-là. On a vu des dépassements. Esther Sislag, c'est une fille c'est une mère de 2 enfants. Je pense qu'elle a 37, 38 ans. Ça fait pas longtemps qu'elle fait de la course à ce niveau-là compétitif. On l'a vu faire la Western State. On l'a vu faire un podium à l'UTMB, ou en tout cas, top 5 à l'UTMB. Et elle revient cette année après une grosse performance l'an dernier. Elle avait terminé, si je ne me trompe pas, 3e, Esther Silag. Et à un moment donné, elle était hors du top 10, elle était 10e, 9e, puis c'est là que l'expérience rentre, c'est là qu'on voit que c'est son 3e finish à la Western State. Elle sait comment gérer ce parcours-là qui est extrêmement difficile, qui est une bête qui est dure à dompter. On l'a vu remonter, puis là, en ce moment, est en 3e place, tout près d'Emily Hargood en 4e place, donc ça va être une bonne bataille de ce côté-là, mais quand même, grosse remontée de son côté. Une course, une compétition qui est intéressante à suivre, c'est qu'on devrait voir aujourd'hui
les records master du parcours être battus. Donc, pour vous mettre en contexte, les records master, c'est pour les athlètes de 40 ans et plus. Donc, chez les hommes, on a Tyler Green, dont on a parlé, Nico et moi. Il était dans nos prédictions. C'est un gars qui a terminé 2e, 4e et 2e au cours des 3 dernières éditions de la Western State. En ce moment, il est 7e. Il y a eu une très, très bonne journée. On a juste un plateau vraiment, vraiment agressif qui performe très bien. Tyler Green va faire un de ses meilleurs chronos à vie. Ce genre de chrono-là lui a donné des top 2, top 4 dans les dernières années. Là, ça va probablement lui donner une septième place. Mais Tyler Green a 40 ans cette année. Donc, officiellement, il tombe dans la catégorie Master. Et avec le chrono qu'il s'enligne pour faire dans les 15 heures et des poussières, sera clairement un nouveau record. Mais ce qui est vraiment intéressant ici, c'est du côté féminin. On a Ida Nilsson, qui est suédoise, si je ne me trompe pas, et Heather Jackson, l'américaine, qui sont toutes deux au-dessus de 40 ans et qui sont toutes deux vraiment, vraiment en avance sur le record du parcours pour une femme master de 40 ans et plus. En ce moment, les deux courent en 6e et 7e position. Heather Jackson, on lui attribuait un peu, on suivait la course à travers elle, on suivait ce record-là se battre parce que Heather Jackson avait une grosse course, on l'a vu être en 4e ou 5e position, si je ne me trompe pas. Mais là, Ida Nilsson, qui a beaucoup d'expérience, est en train de faire une remontée. Puis en ce moment, quand ils sont passés à Auburn Lake Trails, donc au mile 85, il y avait 4 minutes qui séparaient. Donc, ça va être intéressant de voir laquelle des deux va terminer en premier parce que celle des deux qui va terminer va avoir battu le nouveau record du parcours pour 40 ans et plus. Donc, c'est le record Masters qu'il appelle. Donc, il y avait ça qui était intéressant à suivre dans la course. Pendant qu'on attend le prochain homme sur la piste, je regarde, est-ce qu'on a d'autres questions? Non, ça va comme ça. J'espère que tout le monde va bien dans le chat. Si vous buvez une petite consommation, mettez-le. Tantôt, j'ai Nick Gélina qui nous a partagé sa IPA sans alcool. Moi, de mon côté, je la monte à l'écran. Et voilà, une pas sortie du bois. Je concept un peu. Écrivez-nous dans le chat qu'est-ce que vous buvez en ce moment ou parlez-moi de ce que vous avez aimé voir aujourd'hui en suivant la course. Est-ce que vous l'avez suivi sur Twitter? Est-ce que vous l'avez suivi sur Instagram? Est-ce que vous l'avez suivi comme moi sur YouTube à regarder le live? Je serais curieux de vous entendre là-dessus. Je vais aller voir notre Québécois, Xavier Béruel. Tantôt, je regardais, puis ça allait vraiment bien pour lui. Donc, Xavier Béruel de Montréal. Je cherche... Et voilà. Xavier est rendu à Forest Hill. Donc, Forest Hill, c'est le 62e mile. Il y a 14h04 de course au moment où il est passé à Forest Hill. Xavier, c'est un gars de 51 ans. Donc, en ce moment, il est 5e dans la catégorie des 50-59 ans. Il est en 80e place en ce moment dans la course. Il semble vraiment, vraiment très bien avancé depuis que je le suis tantôt. Passe de ravito en ravito. Bien sûr, on n'a pas beaucoup d'informations parce qu'il n'y a pas une caméra sur lui, mais si quelqu'un le connaît, si quelqu'un a des infos de plus, je serais intéressé de l'entendre. Mais à date, je regarde ses splits de ravito en ravito. Ça se passe vraiment bien pour lui. C'est un gars qui a une grosse expérience. Il a fait le Tour des Géants, il a fait l'UTMB, il en a fait plusieurs comme ça. Il a fait le Tahoe 200, si je ne me trompe pas. Donc, habitué à ce genre de parcours-là. Le Tahoe 200, c'est tout près de la Western State. C'est juste 2 fois plus court pour la Western State. Donc, ça doit quand même bien aller pour lui. Donc, je vois ça. De ravito en ravito, ça se passe super bien. Donc, je pense que à la vitesse où il va présentement, en très bonne position pour terminer sous les 24 heures. La petite particularité à la Western State, c'est quand on termine sous 24 heures. Rappelons que la barrière horaire est à 30, mais si tu termines sous les 24 heures, tu as une boucle de ceinture spéciale qui est marquée 100 miles one day, donc 100 miles en 24 heures ou moins. Donc, c'est une silver buckle qu'ils appellent. Pardon, petit tout de fin de soirée, de microbe de bébé ou je sais pas quoi. Nicolas Royer qui dit qu'il a suivi sur YouTube, mais aussi sur les stories de Pas sorti du bois au restaurant avec la famille. J'espère que la famille en veut pas trop, à toi ou à moi, je sais pas, mais j'espère que tu as fait ça subtilement au restaurant. Michel Gagnon, il y a du keb sur la Western, oui, on en avait 2. Il y a Jean-Mathieu Chénier pour lequel on n'a pas d'infos présentement, je sais pas. Il y a eu beaucoup de problèmes de chrono, de puces aujourd'hui, donc il y a comme pas d'infos depuis, si je regarde, pas d'infos depuis Last Chance, qui était un ravito au nom très évocateur, au 43e miles après 12 heures de course. Donc, si on s'y à ça, ça se passe bien. C'est un bon
C'est un bon split. Puis, comme je le disais, on en parlait tantôt, Xavier Beruel. Donc, en ce moment, on voit à l'écran Caleb Olson, qui est un Américain de Draper en Utah, qui va terminer en 5e position sous les 15 heures. Bien confortable sous les 15 heures, probablement autour de 14h40. Lui aussi inscrit son nom sur une petite parcelle d'histoire de la Western State parce que, encore là, je le répète depuis tantôt, vous êtes tanné de l'entendre, mais c'est un chrono vraiment très impressionnant. Vraiment, là, il y a du monde rapide, très rapide cette année. Et voilà, on le voit arriver. Très impressionnant. Caleb Olson, un gars que je connaissais très peu. Est-ce que Nico et moi, on en avait même parlé? J'ai un blanc de mémoire si on avait parlé de ce gars-là. Caleb Olson. On l'a même pas présenté. Imaginez un gars qui termine ça en 14h40, une énorme performance. Il était passé sous le radar de Nico et moi. Ben, beau être geek, on sait pas tout, on dirait. Hein? Caleb Olson, on va aller voir. Qu'est-ce qu'il a fait, ce gars-là? On va le découvrir tout le monde ensemble. Qu'en pensez-vous? Caleb Olson, un gars qui a fait le Mute 82 km, Mute 85 qui appelle cette année en avril dernier. Il était terminé 2e, donc grosse performance là. C'est un gars qui a gagné Grindstone 100 kg l'an passé. Donc, Grindstone, c'est une course qui se passe en Virginie, si je ne me trompe pas, ou au Tennessee, une BioTMB à l'automne. Il a aussi terminé 2e à l'Ultra Trail Cape Town, 100 km. Donc, une belle grosse feuille de route, une 13e position à la CCC il y a quelques années. Il avait fait The Canyons, le 100 km en 2022, course qui ressemble beaucoup à la Western State, je le répète. Donc, une 9e place là. Donc, un gars qui a une grosse feuille de route, qui roule sa bosse depuis au moins 2018, selon ce que je vois ici, qui vient de terminer la Western State en 5e place. Donc, lui aussi obtient le dossard M5 pour l'an prochain. Donc, c'est ça, le top 10 masculin a les chiffres 1 à 10 avec le M devant pour men. Donc, Jim Wamsley, s'il veut bien, pourrait être le M1 l'an prochain. Caleb Olson pourrait être le M5. Côté féminin, c'est pareil, donc c'est F1 à 10. L'an passé, Courtney et Tom Evans avaient les premières positions. Les deux ne sont pas revenus cette année, donc ça commençait avec F2 et M2. Donc, on voit Jim Wamsley qui chill à l'arrivée. C'est vraiment impressionnant de le voir. Il boit, je sais pas, une petite canette de Coke, mais il a l'air tout frais. Je pense que le changement de vêtements à 2 km de l'arrivée, nouveau bucket hat, nouveau gilet, ça a peut-être aidé. Mais quand même, il n'a pas l'air d'un gars qui vient de gagner sa 4e Western State avec une grosse bataille au sommet, grosse journée au travail. Mais non, il chill à l'arrivée comme si il était le crew de quelqu'un d'autre puis qui était là pour l'ambiance. Très impressionnant quand même, l'aise de ce gars-là. Pierre-Antoine, tu me dis, je crois que c'est son premier 100 000. On parle de Caleb Olson. Je pense que tu as raison. Je ne vois aucun 100 000 à sa feuille de route. Donc, c'est un bon baptême du 100 000. Merci. Merci, Pierre-Antoine. C'est belle de bien vu. C'est vraiment impressionnant quand même. Premier 100 000, on fait ça sur la Western State. Termine 5e sous les 15 heures. Pas trop de problème. Nicolas Dan qui m'écrit sur le côté, on n'aura pas eu le sub 14 cette année. Je sais, mais c'était une année trop chaude. Mais à la vitesse où Jim Wamsley a fait ça, 14h13, une année aussi chaude, imagine l'an dernier, imagine en 2019, s'il y avait eu cette forme-là. Très impressionnant. Sinon, quelque chose qu'on se posait comme question avec Nico, avec les Nico, parce qu'on a une conversation avec Nicolas Fréret et Nicolas Dan, c'est Jim Wamsley, après 2 ans à focusser sur la montagne, comment allait se comporter les jambes sur un parcours comme ça, dans le sens où Jim s'est toujours entraîné à Flagstaff dans des conditions qui ressemblent à la Western State. Jim a toujours focusé beaucoup sur la Western State, puis souvent gagnait la Western State, faisait très bien la Western State, puis après ça, allait se péter la gueule à l'UTMB parce que c'est deux courses qui sont très différentes, difficiles de combiner les entraînements. On en a souvent parlé avec Marianne, avec d'autres sur le podcast. Mais là, Jim, ça fait 2 ans qu'il a vraiment son regard tourné vers l'UTMB, qui vit dans le Beaufortin, qui vit dans les Alpes, qui s'entraîne comme un montagnard, qui fait le régime François Den, bref, avec le skimo l'hiver et tout ça. On se demandait, bon, il est revenu à Flagstaff dans les dernières semaines, il a fait un gros bloc d'entraînement, là, un genre de 8 semaines super intense
avec ce qu'il a mis sur ce travail. Il y avait des choses qu'il n'a peut-être même pas mis. Puis on se demandait, bon, qu'est-ce que ça va donner sur la Western State? Bon, on a la preuve maintenant que les jambes de montagne fonctionnent bien sur la Western State. Mais ça va être intéressant de voir sa transition à partir de la fin de sa récupération. Là. Je suppose qu'il va prendre quelques semaines un peu plus off, mais l'UTMB vient quand même vraiment très vite. Donc, j'ai hâte de voir comment ses jambes vont se comporter. Donc, qui qu'on attend bientôt? On va retourner voir. Donc, Caleb Wilson s'est rentré. Le prochain serait Jonathan Albon. C'est intéressant, Jonathan Albon. C'est un gars, on en a parlé dans le Jazette de Geek avant la course, qui a un gros background de coureur de montagne. C'est un gars qui a gagné la CCC à l'UTMB, qui a gagné l'OCC à l'UTMB. C'est un ancien champion du monde de course à obstacles. C'est un Américain ou un Britannique. Je pense que c'est un Britannique qui vit en Norvège. C'est un ami de Kilian. Puis, il avait pas l'air d'avoir fait un entraînement particulier pour la Western State. Puis on s'entend que pour un montagnard qui vit en Norvège, la Western State, ça peut pas être plus différent. Puis on se demandait, est-ce que ça fait partie de la stratégie de pas se préparer puis d'arriver puis de découvrir. Il a fait une très grosse course aujourd'hui. Je sais pas s'il a trouvé ça difficile. Tantôt, on entendait sa femme en entrevue dans un ravito. Puis je pense que c'était au 85e mile. Puis sa femme racontait à l'intervieweur que Jonathan Albon, il voulait juste quitter, il voulait juste finir au plus vite, il était tanné, il avait mal. Mais j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il va raconter après la course parce que c'est un gars qui s'entraînait pas pour ça précisément puis qui va avoir fait une 6e position, probablement 6e ou 7e, en tout cas, selon les infos qu'on a. C'est très solide. Est-ce que c'était une stratégie de dire, bon, cette année, j'ai pas le temps de m'y préparer, donc je vais aller faire du mieux que je peux, je vais me ramasser un dossard pour l'an prochain en finissant dans le top 10 et après, je focuserai sur la course parce que c'est un gars qui a énormément de talent. Donc, Jonathan Albon va être notre prochain à traverser la ligne d'arrivée. Katie Schide, où ça en est? On va aller voir ça. Katie Schide avait 32 minutes d'avance sur la deuxième, ce qui est un écart qui s'est un peu rétréci. Fait que je ne sais pas comment se passe la course de Katie Schide. Est-ce que c'est elle qui ralentit un peu parce qu'elle est très à l'aise en ce moment dans le temps qu'elle a? On s'entend 32 minutes, c'est long pour les 16 km qui restent avant la course, mais quand même, Fuzhou Xiang, la chinoise, est en train de finir extrêmement fort sa course. Donc, Katie Schide est rendue à 91 miles. En tout cas, la dernière fois qu'on a un chrono d'elle, c'est au 91e mile. Qu'est-ce qui suivra? J'ai très hâte de voir à quel moment elle va passer. On va aller voir un peu ce qu'on a sur Twitter comme information. Comment va Katie Schide? ChatGPT ne peut pas répondre à ça, hein, si je veux y écrire comment va Katie. OK, on n'a pas de nouvelles récentes, mais bon, on est dans une portion de parcours où si c'est pas dans le ravito que ça se passe, on sait pas ce qui se passe parce que même si on est tout près de l'arrivée à Auburn, ça demeure que on est quand même très reculé sans trop de signal. Donc voilà, Katie Schide qui continue d'avancer. On la voit maintenant à l'écran. Donc, elle est au 94e mile, je crois. Fallait en parler pour qu'elle arrive à l'écran avec son gilet mauve. Voilà. Katie Schide. Une fille qui vient du Maine, donc pas loin de chez nous. Peut-être que ce sera une façon de l'attirer puis qu'elle vienne faire une petite course au Québec. C'est pas loin de la maison. On sait qu'elle vit en France, mais tant qu'à passer à la maison dans le Maine, pourquoi Kelly ne viendrait pas faire une petite course au Québec? Maintenant que tu parles français aussi, donc why not? Donc Kelly, on la voit présentement un peu saccadée parce qu'on sait les caméras, le signal, c'est difficile à la Western State. Ça nous pratique pour dans 2 semaines pour la Hard Rock où c'est pas beaucoup plus facile d'avoir du signal. J'ai hâte de voir ce que je vais réussir à vous donner pendant la course comme information parce que c'est très reculé. Donc, Katie Schide vient de passer effectivement à Pointed Rocks, le ravito du 94e mile. Donc, elle est rendue à 14h47 de course. Donc, il lui reste moins de 6 miles avant l'arrivée. La grande question, allons-nous toffer jusque-là avec ce live? Je pense que c'est ça le plan de match. Le plan, ça serait de continuer à jaser, de répondre à vos questions. S'il y en a qui veulent venir jaser même verbalement, écrivez-moi. Écrivez-moi sur Facebook dans les commentaires. Je peux même vous inviter dans le live puis on va jaser. Mais le but, c'est de se rendre jusqu'à l'arrivée de Katie Schide dans
Il lui reste 6 miles. C'est quoi, c'est 10 km? Elle va nous faire ça en 20 minutes? Non. Peut-être dans une quarantaine de minutes, on va avoir Katie qui va arriver. C'est que Katie avait gagné l'UTMB en 2022, l'année qu'elle a gagné devant Marianne. Elle a gagné l'an dernier la Diagonale des Fous. Elle est vraiment en train de se faire un nom dans ce sport-là. Ça fait longtemps qu'on la suit, mais les grosses victoires se succèdent vraiment, vraiment intensément depuis quelques années. Je vais aller juste chercher son profil pour vous en parler plus en détail, mais c'est ça. Quand on regarde les dernières années, c'est assez impressionnant de son côté. Ça part avec une 8e place à l'UTMB en 2021. Il y avait des résultats avant, mais je vais partir de là. UTMB 2019, elle a fait une 6e place. Fait que, tu sais, on se place dans le top 10 de l'UTMB, ça va bien. Mais après ça, c'est là que ça l'a vraiment ouvert avec sa victoire à l'UTMB en 2022. Ensuite, victoire sur le Coastal Challenge au Costa Rica. Victoire à l'Eco Trail Paris, donc une course super roulante en 80 km. Ensuite, 2e place l'an dernier avec un record du parcours, ou en tout cas un temps qui aurait pu être un record du parcours à d'autres éditions à la Western State. Ensuite, une 2e place à l'OCC qui avait démontré toute sa polyvalence parce que faire Western State, OCC, Diagonale des Fous dans la même saison, comment s'entraîne pour ça? C'est un bon défi. 1re place à la Diagonale des Fous l'an dernier. Elle a gagné Canyons, le 100 kg, il y a 2 mois, alors qu'elle n'avait pas du tout à faire une course qualificative. Elle s'est quand même pointée sur une course qualificative de la Western State juste pour se pousser sur ce parcours-là pour voir comment l'entraînement allait. Je pense que ça doit être une course un peu baromètre pour elle, qui était un excellent baromètre parce qu'elle a gagné le 100 kg chez les femmes. Elle a terminé 6e au scratch, une autre performance immense. Et là, aujourd'hui, elle se dirige vers une victoire à la Western State. Katie Schide est en train de faire son nom dans le sport, elle est en train d'écrire son nom dans la légende. On parle souvent des Big Four, les 4 grandes courses, les 4 grands 100 000 quand on parle en très longue distance. La Western State, pardon, pas facile le rhume. Donc, je recommence. La Western State, l'UTMB, la Diagonale des Fous et la Hard Rock. Et là, elle a une victoire sur l'UTMB, victoire sur la Diagonale des Fous. Aujourd'hui, victoire probablement sur la Western State. Il va lui rester que la Hard Rock. Il reste juste à être pigé, mais vraiment un gros trou de roue qu'elle est en train de faire, Madame Schide. Donc, elle vient de passer au 94e mile. On l'attend d'ici une quarantaine de minutes sur la piste à Auburn. En ce moment, on me donne l'information que Simon Gosselin, le Français dont on parlait dans l'épisode avec Nico Dan, Nico Fréret nous confirme que il va arriver à peu près en même temps que Katie Schide. Donc, Katie, je ne sais pas, elle est rendue combienième au scratch. Ça nous démontre ce que je disais tantôt, hein, que souvent les hommes explosent sur l'UTMB. Dans les dernières années, c'était souvent un hécatombe. Là. À partir de la deuxième moitié de course, le top 10 masculin changeait du tout au tout parce que tu avais la moitié là-dessus qui abandonnait ou qui explosait complètement. On n'a pas eu ça aujourd'hui. Puis je trouve qu'une des bonnes façons de le montrer, c'est que Katie Schide s'enligne sur une performance qui se compare à celle de Courtney l'an dernier. Et pourtant, elle est 13e au classement général. L'année passée, Courtney, pour une performance assez similaire dans les 15h30, 16h de course, elle avait terminé 6e. Donc, ça veut dire que le plateau masculin l'an dernier, il y avait un seul temps sous les 15 heures. Puis ensuite, il y avait 4 autres hommes devant Courtney, mais avec son 15h29 l'an dernier, Courtney avait terminé 6e au classement général, alors que là, cette année, Katie Schide, avec un résultat assez similaire, va se classer plus dans le top 12-13 au scratch. Moi, je pense que ce que ça dit ici, ça n'enlève en rien la performance à Katie Schide. Au contraire, c'est plus de faire, OK, les gars ont fait une bonne gestion de course cette année. On a moins eu d'effet popcorn où tout se met à éclater à un moment donné quand il se met à faire trop chaud. Donc, voilà. Est-ce que les erreurs du passé bénéficient à ceux cette année qui ont peut-être préparé leur course un peu différemment, qui ont peut-être fait une acclimatation à la chaleur un peu différente, qui ont peut-être un peu moins poussé, parce qu'on le sait, un 100 000 roulant comme ça, souvent ce qui arrive, c'est ça, c'est que ça court très très vite, puis à un moment donné, la digestion fout le camp, puis après ça, bonne chance finir. Donc voilà, Katie Schide, 13e au classement général. Première femme, bien sûr, avec beaucoup d'avance. Merci, Annick, qui confirmait que Katie était 13e au scratch.
effectivement, Nick, le 15h29 de Courtney sera pas battu. Michel Gagnon, j'aime ça. Côté potin, c'est quoi l'histoire avec la co-animatrice du Western? C'est une bonne question. Écoute, le potin, c'est peut-être par rapport à ce à quoi tu fais référence, c'est peut-être par rapport à son animation de l'UTMB. En fait, ce qui s'est passé, je vais essayer de raconter l'histoire, puis peut-être que vous me corrigerez si c'est pas tout à fait la bonne affaire. C'est ce que j'en sais par cœur, mais le duo qu'on voit en ce moment, toute la journée qu'ils nous ont animé ça, Corinne Malcolm et Dylan Bowman, co-animaient ensemble aussi l'UTMB, la version anglaise du stream en live, du stream en direct de l'UTMB. Et dans la foulée l'an dernier de l'UTMB World Series, qui a fait une acquisition, toute l'histoire du Whistler by UTMB en compétition avec le Whistler Alpine Meadows, cette histoire-là que je vous ai racontée quelques fois, dont un café du vendredi à un moment donné avec Samuel Ouellette. Bref, dans cette controverse-là, Corinne Malcolm était sortie très, très, très contre l'UTMB. Après ça, bon, l'UTMB l'a congédié. Je suis pas là pour... je suis pas là, comment dire, pour émettre mon opinion, parce que mon opinion vaut rien dans tout ça, mais elle est sortie contre son employeur. Ça reste qu'elle était employée, était travailleur autonome probablement, mais je veux dire, elle animait pour l'UTMB le live. Et après ça, bon, elle les a trashés sur les médias sociaux. Puis trashés, je veux dire, je pense pas le bon terme, elle les a critiqués, disons-le comme ça, sur les médias sociaux. Puis l'UTMB n'a pas apprécié. Est-ce que tout ça aurait pu se jaser en privé puis régler ça plutôt que de faire un grand congédiement à grand déploiement? Peut-être, mais c'est un peu ça qui s'est passé, Michel. Je pense que c'est peut-être ça le potin auquel tu fais référence entre Corinne Malcolm et l'UTMB l'an dernier. Mais elle est de retour pour animer la Western, puis on est bien content parce qu'elle est vraiment très pertinente. Et voilà, Jonathan Alban qui va compléter la liste d'hommes qui vont terminer sous les 15 heures. Extrêmement impressionnant, ce gars-là qui s'entraîne pour des courses beaucoup plus montagnardes, qui a terminé ça en 14h56. C'est extrêmement rapide pour un premier essai sur la Western State. Et si je ne me trompe pas, Monsieur Jonathan Alban, c'était son premier 100 000. On va aller voir pour le fun, mais au Danville, il a fait OCC, CCC. Jonathan Alban, c'était effectivement son premier 100 000 sans entraînement spécifique. On le rappelle, M. Alban a terminé la Western State sous les 15 heures. C'est un bon baptême du 100 000, ça, M. Alban. Grosse performance, termine 6e. Donc, ce sera son dossard M6 s'il souhaite revenir l'an prochain. Un gars qui, je veux dire, depuis qu'il s'est mis vraiment sérieusement au trail, c'est quelque chose. Je veux dire, il s'est toujours mis sérieusement au trail, mais il alternait aussi avec ce qu'il faisait en course à obstacles et tout. Mais depuis quelques années, ce qu'il enchaîne comme course sur les plus hauts plateaux, ce qu'il réussit à faire comme performance, c'est énorme, énorme, énorme. Si on regarde pour le fun, depuis son OCC en 2021, il avait remporté l'OCC en 2021 avec un record du parcours. Après ça, il a gagné le Grand Trail des Templiers, un 80 km. Il a gagné la Maxi Race, le 40 km. Il a gagné le Marathon du Mont-Blanc en 2022. 2022 aussi sur la CCC, il a terminé 2e derrière Peter Engdahl, qui n'a pas pris le départ. On se posait la question avec Nico dans l'épisode, mais Peter Engdahl, n'a pas pris le départ, si je ne me trompe pas. Jonathan Alban, après ça, il a fini 3e à Zegama. Donc, on voit sa polyvalence, hein, des 100 kilos, des 80 kilos. Un Zegama qui est un marathon de montagne hyper rapide. Et là, cette année, il avait remporté la Transvulcania, le 73 km en mai dernier. Donc, grosse saison pour M. Alban. Puis la saison est encore très jeune. Je ne sais pas ce qu'il prépare pour le reste de l'année, mais très impressionnant. Alors qu'on voit à l'écran Tyler Green qui va fracasser le record master de la Western State, qui vient tout juste d'avoir 40 ans. Je le disais à Tyler Green, dans les dernières années, il a terminé 2 fois 2e, 1 fois 4e. Il y a une régularité sur ce parcours-là qui est assez impressionnante. On sait que c'est un parcours qui est extrêmement difficile, puis c'est dur d'être aussi constant. Tyler Green réussit très, très bien. Bon,
c'est peut-être pas une deuxième place comme il y a eu dans les dernières années, mais une 7e place avec le plateau qu'on avait ici, tout juste, tout près des 15 heures. Ça va être, lui, son meilleur chrono de sa carrière sur la Western State. Il va terminer 7e. Il va encore pouvoir revenir. C'est un gars qui revient année après année puis qui est toujours aussi solide. Donc, Tyler Green en route pour le record masculin des Masters. C'est jeune, 40 ans, pour être un Master, non? Avoir des chronos spéciaux puis des records spéciaux. Je me permets, là, on est samedi 23h, je me prends des petits commentaires éditoriaux. Vous n'aurez pas ça dans le pas sorti du bois régulier. Voilà, donc ceux qui sont live. Puis peut-être que je vais le pitcher en épisode après. Hein, tant qu'à avoir dit des niaiseries pendant 1h30, pourquoi on ne mettrait pas ça en épisode? Puis s'il y a du monde qui veut se taper, moi qui commente un live avec des réponses, why not? Pierre-Antoine demande, y a-t-il beaucoup de Québécois sur le marathon du Mont-Blanc demain? Je l'ai dit dans le dernier épisode avec Nico Dan, je veux pas me prêter au jeu d'essayer de toutes les nommer et d'en oublier. On le sait, je l'ai oublié dans l'épisode puis je me suis excusé, j'y ai écrit parce que 2 jours avant, on s'écrivait par rapport à cette course-là. Je le savais très bien qu'elle était là, mais Mélodie Gilbert sera sur le marathon du Mont-Blanc le 42. On a aussi Laurie Proulx qui, si je ne me trompe pas, a terminé 8e sur le cross du Mont-Blanc. Donc ça, c'est l'épreuve de 23 km dans le cadre du marathon du Mont-Blanc. Demain aussi, sur le marathon du Mont-Blanc, on a Julien Lachance, la légende au biceps plus imposant que tous. Le gars ski de fond, qui est un très, 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 très bon trailer. Si vous voulez le chercher sur Instagram, il s'appelle Le Trailer. Donc, devinez c'est quoi son sport préféré entre le ski de fond et le trail. Probablement le trail. Mais blague à part, Julien, qui est un ami dans la vie, qui est un excellent coureur, qui se lance sur le marathon du Mont-Blanc. Lui, qui faisait plusieurs années que Joanie, lui, tentait de se faire piger pour cette course-là. Joanie, qui était sur l'épreuve de 90 km il y a 2 jours. Donc, on en a 4. Je ne sais pas si je réponds à ta question, Pierre-Antoine. Donc, 2 sur le marathon demain. Joanie et Laurie Proulx. Laurie Proulx, j'espère, je dis pas le mauvais nom de famille. C'est du par cœur en ce moment, puis il est rendu 23h un samedi. Mais je pense que c'est Laurie Proulx qui a terminé 8e, si je ne me trompe pas, sur le 23 km du Mont-Blanc. C'est très, très gros comme performance. Demain, on va surveiller sur le marathon du Mont-Blanc. Bon, il y a un très gros plateau, je n'essaierai pas de tout nommer, mais on a Rémi Bonnet qui, depuis 2 ans, depuis plusieurs années, mais dans les 2 dernières années, il explose vraiment tout. Puis l'année passée, sur un kilomètre vertical, il avait fait la plus haute cote UTMB ou cote ITRA de l'histoire, un 970 sur 1000 sur un kilomètre vertical, qui avait remporté devant Alexandre Ricard et Rémi Leroux, nos 2 Québécois. Donc, faut bien être chauvin un peu puis les name-dropper quand on peut. Mais l'année passée, il avait aussi remporté le marathon du Mont-Blanc. Ça va être intéressant de voir ce qu'il va faire demain. Pendant qu'on voit Tyler Green qui traverse la petite banlieue de Auburn, qui est tranquille à l'année longue et qui devient l'épicentre de l'ultramarathon pendant une fin de semaine. On est là à commenter les têtes de course, hein, le 7e homme qui va arriver, la première femme qui s'en vient. C'est une course qui, en ce moment, ça ne fait que 15 heures qu'elle est en cours. C'est la moitié du temps alloué pour la terminer. Donc, c'est une course toujours spéciale, la Western State, pour plein de raisons, mais on célèbre tout le monde qui termine, pas juste les plus rapides. Puis souvent, une tradition qu'il y a là-bas, ils appellent ça le Golden Hour, mais c'est après 29 heures de course, tout le monde qui sont dans le coin à Auburn, ceux qui ont terminé 13-14 heures plus tôt, les Jim Wamsley et autres, tout le monde se rassemble autour de la piste vers 29 heures de course pour accueillir les derniers qui rentrent dans la dernière heure. Puis à chaque année, ça fait la chance d'écouter ça demain matin, la Golden Hour, demain matin, ouais, vers c'est l'heure du dîner. Je pense vers midi pour eux, donc peut-être nous, le milieu d'après-midi. Je ne me rappelle pas l'an dernier à quelle heure j'avais écouté ça, mais à 29 heures de course, bref, on voit les dernières entrées, puis des fois, il y a des histoires de fous qui sont passées. Il y a une année, il y a quelques années, la plus vieille finisher de l'histoire de la Western State et la plus jeune finisher de l'histoire de la Western State, les deux avaient terminé dans les horizons de 29h50 quelque. Je pense que la fille, à l'époque, elle avait 22 ans, c'était la plus jeune finisher de l'histoire, elle avait terminé ça en 29h56. Elle a célébré avec sa famille, elle a réussi à terminer avant le cut-off de 30 heures, tout le monde la célèbre, c'est elle qui a la plus grosse ovation du stade. Et 3 minutes plus tard, la plus vieille finisher de l'histoire, une femme qui avait terminé à 71 ans, si je ne me trompe pas, qui avait terminé avec quelques secondes à faire avant la course.
Donc, c'est vraiment des beaux moments à voir. Puis, c'est le plus vieux 100 000 qui existe en ce moment sur Terre. C'est nos Jeux olympiques du trail. C'est la Western State en Amérique. C'est une des plus grandes courses. C'est la plus grande course. Et on célèbre les gens qui terminent à la toute fin, comme on célèbre les gens qui terminent en premier. Donc, c'est beau de voir ça. Et on n'avait pas encore vu ça aujourd'hui. Ça prenait Tyler Green, le papa, qui traverse la ligne d'arrivée avec son petit gars, qui ne devait pas être avec sa mère à attendre dans le stade parce que sa mère est en train de courir elle aussi. Puis je crois qu'elle est 10e présentement du côté des femmes. Rachel Drake, qui est la conjointe de Tyler Green, la maman du petit bonhomme qu'on voit présentement à l'écran, qui traverse avec ses petites jambes la ligne d'arrivée de la Western State. Tyler Green, un 5e finish, si je ne me trompe pas, pour lui à la Western State. 15h05, son meilleur chrono à vie. On le félicite. Pendant que je vais chercher Rachel Drake, les informations. Elle est présentement 8e. Donc, Rachel Drake, la conjointe de Tyler Green, qui est une fille qu'on a vue très bien performer dans les dernières années. Mais là, c'est son premier 100 000. Et ça semble, bon, on n'est pas dans sa tête, on ne sait pas ce qui se passe, mais 8e place à la Western State sur ton premier 100 000, ça se passe plutôt bien. Donc, Rachel Drake, qui est présentement en 8e place au 85e 1000. Pardon, je tousse. Fin de rhume, début de rhume, on ne sait pas trop. Hein? Première année de garderie, chaque rhume se bouscule, un n'attend pas l'autre. Donc, en ce moment, on a Jiasheng Shen, le Chinois, qui s'apprête à devenir le 8e finisher de la journée, qui va terminer en 8e place. Lui qui, l'an dernier, avait terminé 4e. Une énorme performance. On en parlait un peu avec Nico dans l'épisode. Historiquement, les Chinois, autant l'UTMB que la Western State, partaient extrêmement vite et souvent explosaient. C'était une stratégie qu'eux adoptaient. Peut-être que ça fonctionne bien dans leurs courses plus locales, mais sur les gros plateaux internationaux, c'était pas rare qu'à l'UTMB, après 15-20 km, c'était des Chinois qui leadaient, puis des grosses vedettes, là, des gens qui avaient gagné des grosses courses by UTMB ou autres en Chine, des vedettes locales à l'échelle nationale, puis qui arrivaient sur ce gros stage international-là, puis ça se passait pas, à un moment donné, ça explosait, ça partait un peu vite. Les gestions de course, c'était plus difficile. Mais Jiasheng Shen est vraiment très solide. Lui, l'an dernier, il avait terminé 4e à la Western State. Ensuite, il avait terminé 2e, c'était à la CCC, non à l'UTMB. Puis ensuite, il a remporté un Mount Yun by UTMB en octobre, un 50 km. Il a remporté le Zhangjiang 100 en novembre. Ensuite, le The North Face 100 Ultra Trail, lui, c'est un 50 km qu'il a fait en Chine en avril. Il est terminé 5e à la Trans-Grande Canaria, donc s'impose vraiment sur la scène internationale depuis quelques années. Et là, après une 4e place l'an dernier, termine 8e, mais si je ne me trompe pas, il va avoir un meilleur chrono que l'an dernier. Oui, effectivement. Il va terminer ça une dizaine de minutes plus vite que l'an dernier, Jiasheng Shen, alors qu'on le voit arriver sur la piste, les bras dans les airs, demande à la foule de faire du bruit. On le voit arriver sur la piste de la Western State, Jiasheng Shen, un solide coureur, un nom que vous allez entendre vraiment souvent dans les prochaines années parce que c'est vraiment une étoile montante du trail et dans l'équipe de North Face. Et voilà, on le voit arriver avec son équipe. Une autre particularité vraiment le fun à la Western State, je pense que c'est Marianne qui l'avait raconté au podcast, avant ou après son podium de 2022, c'est qu'il y a des règles comme toute course sur à quel moment les pacers peuvent embarquer. Tu peux alterner de pacer à certains ravitaux, mais pour les derniers kilomètres, quand tu arrives dans Auburn, là, dans les bouts en asphalte qui descendent jusqu'au stade, toute ton équipe peut suivre, même les non-pacers, le crew, peu importe, toute ta gang, ta famille peut te suivre. Fait que ça fait des beaux moments pour les athlètes qui terminent justement avec leurs proches, avec leur famille, avec leur équipe, tout le monde ensemble. Donc, on voit Jiasheng Shen avec une belle gang autour de lui qui s'en va terminer sa Western State en 8e place. Et oui, lui aussi traverse la ligne d'arrivée avec son petit gars, les bras dans les airs pour faire crier la foule. Il va terminer ça à peu près en 15h09. Donc, il a retranché beaucoup de temps à son chrono de l'an dernier. C'est très, très, très impressionnant. Mise à jour côté féminin parce que
Esther Silag et Emilia Good ont atteint le Quarry Road, donc le ravito du 90e mile. Donc, Esther Silag est une trentaine de minutes derrière la deuxième Fuzhou Xiang, la chinoise. Donc, elle va s'installer confortablement en troisième place, mais Emily Good est moins de 4 minutes derrière elle. Donc, il pourrait avoir une belle bataille pour le podium. Emily Good a terminé plusieurs fois la Western State. Esther Silag aussi. Donc, ça va être une belle bataille, je pense, qui va se faire sur les derniers 16 km de course. Alors qu'on voit Katie Scheid traverser le pont. Ça, c'est un autre point mythique de la Western State en fin de parcours. C'est un pont que les coureurs traversent, puis il y a des drapeaux qui sont hissés de chaque côté. Je pense que c'est des drapeaux de tous les pays représentés par les athlètes à la Western State. Et on la voit traverser avec son gilet mauve qu'elle a depuis le début de la course. Donc, elle est facile à reconnaître quand on voyait des images un peu floues dans un ravito. Si la personne floue qu'on voyait arriver au loin était en mauve, c'était Katie Scheid, qui allait à une vitesse impressionnante. Une gestion de course. J'ai hâte de l'entendre en entrevue ou raconter sa course du moins, mais elle a vraiment une gestion de course qui semble avoir été vraiment solide. Elle est partie très, très forte. Elle était par moment 30 minutes d'avance sur le record du parcours imaginé. Ça lui aurait mis un chrono final pas loin des 15 heures, peut-être même en bas de 15 heures. Donc, c'est parti fort, mais on n'a pas senti de gros down, de ralentissement. Dans ce qu'on a vu, en tout cas, dans l'évolution de ces splits de ravito en ravito, on a vu qu'il y avait un petit peu un ralentissement dans le sens où le ralentissement normal d'un 100 000 où la deuxième moitié fait plus mal que la première, mais rien de majeur. On ne l'a pas vu s'asseoir un ravito, les jambes dans les airs, à se demander qu'est-ce qu'elle fait. Vraiment pas. Vous voyez l'image, ceux qui l'écoutent en live avec moi. Oui, c'est roulant à la Western State. Là, c'est des chemins beaucoup comme ça, très rapides, mais beaucoup de faux plats montants, descendants. Puis ça, c'est pas facile pour les jambes. Des faux plats montants en fin de course quand tu as juste le goût des marchés, mais que ta tête te dit, voyons, marche pas ça. C'est très courable, mais c'est très difficile. Puis je pense que c'est beaucoup ça, la Western State, de par le parcours. Puis le fait que c'est 5600 mètres de dénivelé positif, on l'oublie souvent, mais c'est beaucoup de dénivelé. C'est pas l'UTMB à 10 000, mais pour une course qui est censée être roulante, pour une course qui se gagne en 14 heures kek, c'est quand même beaucoup de dénivelé à prendre dans les jambes, à courir. Alors qu'on voit Jonathan Rea, un gars de 32 ans qui vient de Boulder au Colorado, qui va terminer 9e, qui lui se garantit un dossard pour l'an prochain à la Western State. Jonathan Rea, solide performance pour l'Américain. On va aller lire sur lui, t'inquiète là. Qu'en pensez-vous? Un gars de l'équipe Oka qui... ah oui, c'est vrai, c'est lui qui avait eu une difficile Black Canyon l'an passé pour un gars qui avait gagné le Javelina 100 100 miles l'an dernier. Donc, un gars qui avait déjà de l'expérience sur 100 000, qui avait terminé la Western State 14e en 2023, 16e en 2022. Il avait terminé 2e à Javelina en 2022 et l'année suivante, il l'a remporté. Donc, c'est un gars qui semble vraiment beaucoup s'améliorer. On le voit... très émotif, en larmes à l'arrivée. C'est impressionnant des athlètes comme ça où on voit que on revient aux mêmes courses puis qu'il y a des grosses évolutions. Tu sais, Western State, 16e en 2022, 14e en 2023, 9e aujourd'hui. Il vient de se garantir un dossard pour l'an prochain. Donc, grosse performance. Puis, tu sais, c'est extrêmement, extrêmement rapide. Puis on le voit aussi, 2022, termine 2e à Javelina en 13h05. Puis l'année passée, retranche 20 minutes à son temps. S'assure d'une victoire quand tu retranches 20 minutes à une deuxième place et remporte Javelina 100 en 12h43. Imaginez 12h43 pour un 100 000. Très, très, très rapide. Et là, maintenant, il ajoute un solide top 10 à l'UTMB, à la Western State, pardon, mais en 15h13, c'est beau sur une feuille de route pour un athlète comme ça qui fait sa place tranquillement dans le sport. Donc, Jonathan Rea, on le félicite. Alors qu'on voit notre 10e homme qui va compléter ce top 10 et le dernier à obtenir sa place pour l'édition 2025 de la Western State. Il s'agit de l'Américain Chris Myers. Tant qu'à être là, on va aller lire sur lui pendant qu'on le voit tranquillement approcher la piste. Un gars qui vient du Colorado,
Chris Myers, qui a obtenu son Golden Ticket en février dernier en terminant 3e à Black Canyon. C'est un gars qui a terminé 5e au Lake Sonoma 50, donc une course, un 50 miles assez réputé en Californie. Un gars qui avait terminé 4e à Bandera en 2023. Donc, on sent, selon son choix de course, j'ai l'impression que c'est un gars qui avait la Western State dans sa mire depuis plusieurs années. 4e à Bandera, c'est à 2 places d'avoir un Golden Ticket et pas à la Western State l'an dernier. A tenté le Squamish 50 Mile, qui n'a pas terminé. Mais cette année, en février, une grosse 3e place à Black Canyon qui lui aura permis d'avoir son dossard pour aujourd'hui. Et à son premier 100 000 et sa première tentative à la Western State, termine 10e. Et si je me trompe pas, en fait, c'est sûr que je me trompe pas parce qu'ils l'ont dit tantôt, puis avec un chrono comme ça serait impossible à battre. C'est de loin la 10e position la plus rapide de l'histoire de la Western State et c'est de loin le top 10 le plus rapide de la Western State parce que l'ami Chris Myers, dont je vous parle depuis tantôt, va faire un chrono probablement d'autour de 15h20. 15h20, il remporte les éditions 2017, 2016, 2011, 2009 et toutes les précédentes. Donc, c'est un chrono qui est extrêmement rapide. 15h20 pour la Western State. On voit que le plateau est vraiment, vraiment très solide cette année quand ta 10e place est en 15h20. On va aller voir pour comparer, mais en 2023, la 10e place l'année dernière, 15h54, donc 30 minutes de plus. Si on regarde même 2022, la 10e position en 16h35. Imaginez, c'est plus d'1 heure que ce que Chris Myers va rentrer aujourd'hui. Continuons pour le fun. 2021, la 10e place. Je la trouve. C'était Aiden Ox. 17h48, imaginez. C'est sûr que chaque édition est différente. C'est dur des fois de comparer. Moi, je trouvais ça drôle l'année passée. Oui, c'était facile de dire « Hey, Courtney aurait remporté la plupart des éditions de la Western State avec son chrono. » Oui, mais l'an passé, c'était un peu plus frais. Puis, c'est dur de comparer une année à l'autre dans un sport qui fait 100 000, qui fait 160 km. Il y a tellement de variables, mais ça n'enlève en rien les performances de personne. Mais là, de voir que en 2021, le 10e homme avait fini en 17h48 et aujourd'hui, le 10e homme va faire ça en 15h18. C'est immense. C'est immense. 15h18, on aurait longtemps pensé que c'était un record du parcours à la Western State avant que Timothy Olsen passe sous les 15 heures en 2012. Donc on le voit traverser avec sa gang, une belle grosse gang. C'est ça qui est le fun de la Western State. Ils sont une dizaine qui courent avec lui pour traverser la ligne d'arrivée. C'est vraiment, vraiment trippant. Chris Myers qui termine son premier 100 000, la Western State, en 15h18 et quelques poussières. Très, très, très impressionnant. Beaucoup de grosses performances. J'ai beaucoup dit le mot impressionnant aujourd'hui. C'est toujours beau à voir. Quand on a fait ce sport-là, peu importe la distance, peu importe ce qu'on a tenté de faire, quand on s'entraîne, quand on se prépare avec un objectif en tête, que ce soit un 5 kg route, un 10 kg trail, un 160, un 200 000, peu importe. On sait que la préparation est demandante. On sait que c'est un sport qui mérite pas qui mérite, mais qui nécessite de la discipline. Il faut sortir beau temps, mauvais temps, dans le fret, dans la pluie, si on veut atteindre nos objectifs. Puis souvent, quand on s'inscrit à une course, quand on se fixe un objectif, c'est ce qui nous motive. C'est toujours beau de suivre une course, oui, pour l'aspect compétitif, oui, pour l'aspect fan du sport, de voir des gens faire des performances exceptionnelles, stratosphériques, des choses qu'on touchera jamais. Mais c'est surtout de voir des émotions, de voir des gens qui vont dans leur retranchement, alors qu'on voit le 11e finisher. Blake Slatengren, je suis désolé Blake de massacrer ton nom, mais Blake Slatengren qui termine 11e, un gars de 28 ans qui
qui est à une place d'avoir son dossard. Fait que s'il veut revenir l'an prochain, lui, faut qu'il se trouve une course qualificative ou qu'il se fasse piger. Il y a encore des très gros noms dans la course. Et tantôt, je parlais de Peter Engdahl, que je n'avais pas vu partir. Il est là. Présentement, il est en 16e place. On ne l'a pas vu de la course. Peter Engdahl, c'est un gars qui, d'habitude, on voit bien en avant des courses. C'est un gars qui avait remporté la CCC devant Jonathan Albon. On ne l'a pas vu de la journée. Puis, mon erreur, je n'avais pas vu à aucun moment que Peter Engdahl était dans la course. Le Suédois qui vient en Norvège, qui est présentement en 16e position au 90e mile. Je ne l'ai pas vu venir, celle-là. On a aussi Simon Gosselin, le Français, qui, Nico Dan l'avait dit dans l'épisode la semaine passée, qui est un entraîneur aussi, qui est un très bon coureur, qui va terminer dans les horizons de la 13e place. Donc voilà, alors que Blake Slatengren est le 11e finisher. Fuzhou Xiang vient de passer le dernier ravito à Pointed Rocks. Elle était 35 minutes derrière Katie Scheid. Donc, bien sûr, Katie Scheid se dirige tout droit vers une victoire décisive. Fuzhou Xiang qui a fait une grosse journée, une belle remontée. Si on regarde ses splits, c'est une fille qui était 19e en haut de la montagne, 12e au premier ravito, 7e. Bien ensuite, elle a juste joué au Pac-Man sans arrêt. 6e, 4e, 5e, 4e, 3e, 2e. Et depuis environ le 62e mile à Forest Hill, c'est elle qui occupe la 2e place et elle l'a pas laissé aller. Et bien au contraire, elle a étendu son avance. Puis là, on a vu que Lin Chen semblerait être rendu en 3e place. Je ne sais pas si c'est une erreur. Ce qu'on nous présente à l'écran, c'est des données qui remontent au 85e mile pour Katie Scheid. Donc, c'est peut-être des vieux chiffres, mais on nous dit que Lin Chen est devant Emily Hawgood et Esther Silag. Alors que moi, je vais être honnête avec vous, dans ce que j'ai de Ultra Live qui est feedé en continu, Lin Chen n'est juste pas là. Donc, mystère. Mais je pense que ça marche pas, non, c'est ça. Je pense qu'ils ont des erreurs dans leurs chiffres parce que Emily Hawgood, c'est son split du 80e mile alors qu'elle est passée à Quarry Road au 90e mile. Fait que si vous écoutez le live comme moi présentement, ne regardez pas le classement. C'est pas la bonne affaire. Pas en tout. Pierre-Antoine, il nous dit LDNF. Je sais pas de qui on parle. Pierre-Antoine, je suis désolé. Je sais pas, ça fait combien de temps que j'ai manqué ton commentaire, mais peut-être que tu parlais de Lin Chen. Mais en ce moment, c'est bel et bien Esther Silag, la Hongroise, et Emily Hawgood qui semble être en 3e et 4e place. Toujours, on les attend à Pointed Rocks, peut-être dans une quinzaine de minutes. Katie Scheid, on devrait l'avoir arrivé quand même bientôt, peut-être d'ici une quinzaine de minutes si les pronostics sont bons. Ce sera ce qui terminera notre live pour aujourd'hui. Là, ce que je trouve drôle, c'est que depuis le début de la journée, je suis vraiment assidu sur les stories. Donc, il y a des gens qui m'ont écrit, qui suivaient la course à travers les petites stories que je partageais. Je donnais peu de détails, mais c'était des fois des petits faits cocasses à travers les classements que je partageais. Mais ça fait 1h30, 1h15 que je suis en live. Fait qu'il y a 1h30. Fait que clairement, ça fait 1h30 que j'ai pas fait d'update. Donc, fallait venir écouter le live. Donc, voilà. OK, Mike Garneau nous dit que Lin Chen était blessé un ravito un peu plus tôt. Donc, effectivement, je pense qu'on a eu un petit problème à l'écran par rapport à ça. Pardon, je vous tousse ça dans les oreilles. Hein? Alors qu'on voit à l'écran Ji Duo, un Chinois qui présentement est 13e homme. Il serait notre prochain finisher Ji Duo. Un gars que je connais pas, on va aller voir qu'est-ce qui se dit sur lui. Donc, Ji Duo de l'équipe Oka, un gars qui court beaucoup sur le continent asiatique, bien sûr, mais quand même 14e à l'UTMB l'an dernier. Ça m'impressionne toujours quand j'ouvre les profils des coureurs asiatiques, surtout les Chinois. Ils courent vraiment beaucoup, puis ils font vraiment beaucoup d'événements. Quand on regarde sa liste, là, je scroll.
c'est du 10 à 12 ultras par année, puis c'est souvent le cas, je sais pas qu'est-ce qui explique ça. Je pense qu'ils ont beaucoup de courses. Le trail est vraiment en explosion de popularité sur le continent asiatique et particulièrement en Chine, mais les coureurs chinois courent vraiment beaucoup d'événements. 2023, on va y compter pour le fun 4, 5, 6, 7, 8. 8 ultras, dont 300 000 en 2023. 2020, il y a une dizaine de courses. Donc, grosse feuille de route pour G-Duo, qui cette année avait remporté le Mount Yun by UTMB. Donc, un 100 kg avec 4500 mètres de dénivelé. Il avait terminé premier sur 600 coureurs. Il avait aussi terminé premier au Doi Intanon by UTMB. Que j'en avais parlé avec Isabelle Bédard, la Québécoise qui vit en Asie. On avait parlé du Doi Intanon by UTMB. Il avait remporté le 100 000 l'an dernier. Écoutez, une course de 175 km et 10 030 mètres de dénivelé positif. Belle petite balade. Il avait remporté ça. Donc, un gars avec beaucoup d'expérience. C'est ce que ça nous dit ici, hein? Un gars avec énormément d'expérience. C'était sa première Western State, mais c'était pas son premier rodéo. Plusieurs 100 000 à son actif. Je dirais une dizaine. Et là, aujourd'hui, 13e place à la Western State. C'est très impressionnant pour G-Duo qu'on attend sur la piste d'ici quelques minutes. Toujours beaucoup de monde dans le live. On vous salue, vous toffez la run. Moi, j'imagine ceux qui se promènent sur Facebook présentement et qui tombent sur un live avec un gars qui a un bucket hat qui commente une course. Ça doit être particulier. Faut connaître le sport un peu pour comprendre le pourquoi du comment. Mais je l'assume pleinement, ce bucket hat. Je le porte en course et je le porte, ça a l'air, en live. Hein. Fallait se mettre en mode Western State. Donc voilà, G-Duo, tout sourire qui approche la ligne d'arrivée de la Western State pendant qu'on attend Katie Scheid, notre première femme qui devrait se pointer le bout du nez très bientôt dans le petit quartier banlieusard autour de la ligne d'arrivée à Auburn. Pour le fun, regardons les prédictions. Nico et moi, on avait dit Jim Wamsa en première place. On l'avait eu. Mais après ça, on est vraiment pas proche. En fait, Rod Farvard, personne ne l'avait vu venir, ni Nico, ni moi. On avait mis tous les deux aussi Katie Scheid, donc notre première place. Bon, c'était quand même, vous nous direz, c'est assez évident. Je suis d'accord avec vous. Mais à part ça, on est quand même plutôt loin. Mais on aurait essayé. On a lancé une journée quand même modérément chaude. Je n'avais parlé dans l'épisode. Finalement, il a fait un peu plus chaud que prévu, ce qui a ajouté au degré de difficulté de la course, mais qui n'a pas ajouté au nombre de DNF. Donc, les gens étaient acclimatés, les gens étaient préparés. Je pense que il y a plein de façons d'expliquer que ces chronos-là, ces records du parcours descendent d'année en année. D'une part, il y a l'entraînement qui se perfectionne. Il y a vraiment une surspécialisation des athlètes dans leur distance, dans ce qu'ils tentent de faire. Mais je pense qu'il y a aussi tout ce qui est extérieur à l'entraînement pur ou à la nutrition, par exemple, où c'est des domaines où il y a plein de nouvelles affaires qui arrivent. Il y a plein d'études qui se font. Les connaissances se raffinent autant sur l'entraînement que sur la nutrition, mais il y a aussi tout le reste, la gestion de course. On les voyait, les athlètes, passer dans les ravitaillements. C'est extrêmement rapide. Les gens ont des petites équipes volantes parce que la Western State, il faut que tu aies au moins 2 crews qui alternent d'un ravito à l'autre parce que des fois, la route est tellement longue entre 2 ravitaux que si tu veux un crew à tes 2 ravitaux, ça te prend 2 crews parce que tu vas plus vite à pied qu'en voiture. Fait que toute cette logistique de course-là est vraiment très importante. Puis je pense que les athlètes se rendent compte de plus en plus que pour améliorer les chronos, pour être le meilleur athlète possible, puis pour compétitionner avec les meilleurs, ça prend pas juste un entraînement, ça prend pas juste de la nutrition, ça prend pas juste une stratégie de course, ça prend tout ce qui vient autour, incluant la stratégie de ravitaillement, l'acclimatation à la chaleur. Aujourd'hui, je le disais, on a vu beaucoup moins de gens exploser puis abandonner versus d'autres éditions. Je parle surtout en ce moment de l'avant du peloton. Puis je pense qu'une des raisons qui peut expliquer ça, c'est que
justement, l'année passée, l'année d'avant, beaucoup de monde explosait parce que c'était difficile avec la chaleur, que les gens étaient moins bien préparés, moins bien acclimatés. Et ben, on se prépare convenablement. Puis je me dis, il existe des processus d'acclimatation pour, par exemple, la Badwater. Hein? Ben, Francis Picard, se prépare pour ça en ce moment, puis on en parlait, on s'écrivait, puis on parlait un peu de l'acclimatation qu'il faisait pour la Badwater. Puis je me dis, mettons que tu te prépares pour la Western State, tu n'auras pas les températures de Badwater, mais mettons que tu t'acclimates avec un processus qui peut ressembler à celui de la Badwater en te préparant pour du 50 degrés. Est-ce que la Western State va bien se passer à 40 degrés? Probablement. Fait que je pense que tous les processus s'améliorent. Il y a de la recherche qui se fait, il y a de l'éducation qui se fait. Puis c'est ce qui peut expliquer que les records du parcours sont démolis d'année en année. C'est vraiment impressionnant de voir le niveau du sport augmenter. Puis je pense que c'est juste le début. Aujourd'hui, on a combien? 5 hommes, 6 hommes sous les 15 heures. On vient carrément de doubler le nombre de personnes dans l'histoire qui avaient terminé la Western State sous les 15 heures. Si mes calculs sont bons, il y en avait 6 avant aujourd'hui et on en a eu 6 aujourd'hui. On vient de doubler le nombre de personnes qui sont capables d'atteindre un niveau qu'il y a quelques années, on pensait complètement impossible à atteindre. Quand Timothy Olsen, en 2012, je crois, avait terminé ça en 14,46, on se disait, bon, ben voilà, c'est la première personne, ça se reverra jamais. Puis on a revu ça à plusieurs reprises depuis. Mais aujourd'hui, c'est vraiment, vraiment particulier dans des conditions extrêmement, dans des conditions très, très chaudes. C'est pas l'édition la plus chaude, mais c'est quand même dans la moitié des éditions les plus chaudes qu'il y a eu. On est là à avoir 6 personnes qui terminent sous 15 heures. C'est vraiment impressionnant. Pendant qu'on voit G-Duo qui approche tranquillement la fin. Il est 8h32, heure locale, donc en ce moment, ça fait 3 minutes que le record de Courtney Dauwalter est dépassé. Donc, bien sûr, on le savait depuis quelques heures que Katie Schide, bien qu'elle ait une course exceptionnelle, était plus tout à fait en position d'aller chercher ce record du parcours-là. Néanmoins, elle s'enligne clairement sur le 2e meilleur chrono de l'histoire. Elle va battre son propre chrono à elle, qui date de l'an dernier. Donc, l'année passée, Courtney Dauwalter, 15h29 et Katie Schide, 16h43. Donc, il y avait 1h44 quand même qui séparait les deux femmes. Toujours complètement fou de juste regarder les résultats de Courtney. Mais aujourd'hui, c'est la journée de Katie Schide. C'est pas la journée de Courtney. On est là pour parler de Katie qui va absolument battre son record de l'an passé. Et donc, se hisser au 2e rang des meilleurs chronos jamais vus sur la Western State. Katie Schide qui continue de démontrer sa dominance dans le sport. Donc, on va l'avoir arrivé très bientôt. On a très hâte de l'avoir. Et voilà, G-Duo arrive dans le stade. Encore là, lui aussi, avec une belle grande gang autour de lui pour amorcer le tour de piste jusqu'à la ligne d'arrivée. Une scène qui est toujours aussi mythique, hein, l'arrivée de la Western State sur une piste de 400 mètres. Ça fait 160 km que tu cours sur des sentiers, dans de la garnotte, dans de la poussière, dans des canyons hyper chauds. Et tu t'emmènes ça sur une belle piste comme ça. C'est magnifique. Statistique vraiment intéressante qu'on a vue aujourd'hui au mile 38, donc en début de course quand même. Les 16 premiers hommes étaient à 10 minutes l'un de l'autre. Donc, entre le premier et le 16e homme, il y avait seulement 10 minutes. Et c'est un record de tous les temps de la Western State. Jamais, à aucun moment dans la Western State, il y avait eu autant de personnes, autant de coureurs dans un laps de temps aussi restreint. Le précédent record, ça datait de 2023, l'an dernier, où il y a eu un moment dans la course où, entre le premier et le 12e homme, il y avait à peu près 10 minutes de temps. Mais plus tôt dans la course, ce record-là a été battu. Donc, un petit stat, ça, c'est très geek comme stat, mais c'est quand même intéressant de voir que le peloton était tellement rapide qu'il y avait 16 hommes à 10 minutes l'un de l'autre, entre Jim Wamsley et le 16e. Donc, quand on parlait d'une course serrée, c'est ça qui se passe. Pendant qu'on voit à l'écran
Katie Scheid, qui amorce la dernière petite montée en asphalte. Ça doit faire mal après 158, 159 miles de monter cette côte-là qui semble vraiment quand même très à pic. Katie Scheid qui se dirige vers une victoire à la Western State. Performance exceptionnelle aujourd'hui. Avoir mené la course littéralement du début à la fin. Il n'y a personne qui est même passé proche de s'approcher d'elle. Ça a été une victoire de A à Z pour Katie Scheid qui amorce son entrée dans la banlieue d'Auburn à l'approche du stade. C'est sa deuxième Western States en 2 ans. L'an dernier, elle avait monté sur la deuxième marche du podium et aujourd'hui, elle se dirige vers la première marche du podium. Elle sera la F1 l'an prochain si elle souhaite revenir à la Western State. Elle qui s'entraîne et qui vit en Europe, dans les Alpes. On a perdu un peu l'image, mais on approche la victoire de Katie Scheid et voilà, l'image revient. Une fille extrêmement dominante dans le sport présentement. Victoire à la Diagonale des Fous l'année passée devant Camille Bruyas. Victoire à l'UTMB il y a 2 ans devant Marianne Hogan. Et là, victoire à Western State, très loin devant la deuxième place. Donc, une grosse domination de Katie Scheid qui était prête. Quand on a vu la performance que cette fille-là a faite à Canyons 100 kg en avril dernier, c'était dur de placer quelqu'un d'autre en première place dans une prédiction. Quand on a vu la dominance que cette fille-là avait sur ce parcours-là, je veux dire, tu sais, souvent on regarde les résultats des coureurs, des coureuses, puis on se dit, OK, on va essayer de comparer. OK, elle a gagné telle course, elle a été dominante sur telle course, ça se compare un peu. Le sentier est un peu différent, c'est plus technique celle-là, c'est plus montagneux celle-là. Dans le cas de Canyons, on est carrément sur les parcours similaires, à quelques exceptions près, mais ça reste qu'on est vraiment dans la même région, sur les mêmes sentiers. On a vu que l'entraînement avait clairement payé, qu'elle était prête pour la Western State. Elle décide de se pointer sur une course qu'elle n'a pas besoin de faire pour obtenir un golden ticket. Elle se bat contre des coureuses, contre des coureurs qui veulent leur place à la Western State. Elle a déjà son dossard. À ce point-là, elle l'emporte haut la main, 6e au scratch. Dès ce moment-là, on savait ce qui allait se passer aujourd'hui. Puis c'est exactement ça qui se passe devant nos yeux en ce moment. Une Katie Scheid solide, qui gagne la vitesse. D'après moi, la pente diminue un petit peu, puis tranquillement, ça va redescendre vers le stade. On a hâte pour elle que ça arrête de monter. Il me semble que c'est interminable, cette affaire-là. On voit autour aussi à Auburn, hein, les gens sont dans la rue plusieurs kilomètres avant l'arrivée. Les gens ont décoré la rue, il y a des lumières partout. Je le disais en introduction, Auburn s'est autoproclamé la Endurance Capital of the World, donc la capitale mondiale de l'endurance, pour plein de raisons, mais dans ce cas-ci, pour la Western State, qui, avant d'être une course à pied, était une course pour les chevaux, jusqu'à temps qu'un des jockeys perde son cheval puis se dise « Je peux le faire à pied ». Il l'a fait. Puis regardez, c'est devenu 51 ans plus tard l'un des 100 000 les plus importants au monde. Clairement, le plus important sur le continent américain. Ça va toujours être la grande discussion, UTMB ou Western State. J'ai envie de vous dire UTMB et Western State. Pourquoi pas les deux? On est obligé d'avoir vraiment une course plus importante qu'une autre. Mais clairement, culturellement, pour la communauté trail, l'impact d'une course comme la Western State est énorme. C'est le plus vieux 100 000 qui existe encore. C'est quelque chose qui date depuis 1974. Il n'y a pas un 100 000 au monde qui est aussi vieux, qui est aussi important culturellement dans le sport. Quand je parlais tantôt qu'on célèbre le dernier finisher, autant si c'est pas plus que le premier finisher, vous allez voir demain si vous écoutez le Golden Hour, il y a pas mal plus de monde sur la piste qu'il y en a en ce moment. C'est beau à voir. Ça, c'est des valeurs qu'il faut se rappeler dans notre sport. Après ça, la Western State a toujours assuré de travailler en collaboration avec les communautés locales qui traversent. À un moment donné, il y avait eu des menaces de fermer la course. Il y a quelqu'un dans le CA de la Western State qui est allé au Congrès, devant les élus, essayer de se battre pour maintenir la course parce que, justement, c'est des sentiers qui existent depuis des centaines d'années. C'est des sentiers qui étaient empruntés par les Amérindiens du coin.
Puis c'est une course qui a une importance culturelle, c'est une course qui a une importance pour le sport. Et devant le Congrès, on avait réussi à convaincre les congressmen et les congresswomen de nous laisser faire la Western State, mais à condition qu'on accepte un maximum de 369 coureurs pour limiter l'impact sur le territoire. La Western State a toujours respecté cette règle-là, bien sûr, de respect du territoire et de faire un événement pour les bonnes raisons, de créer quelque chose qui est vraiment unique pour les coureurs, pour les familles, pour les crews. Et avec le temps, c'est devenu une course extrêmement compétitive, bien sûr. Le 100 000 nord-américain le plus compétitif, le plus important. Chaque année, il y a un plateau qui est immense avec toujours une vingtaine d'hommes, une vingtaine de femmes qui ont le potentiel, qui ont le talent de pouvoir se battre pour ce fameux top 10-là, pour ce fameux podium, cette victoire-là. Puis c'est une course, je pense, de laquelle on peut vraiment s'inspirer en termes de valeur, en termes de tradition d'année en année. Je le disais, il y a comme des moments qui sont devenus mythiques. Puis chaque course rêve un peu de ça, d'avoir ces moments-là mythiques. T'sais, la Diagonale des Fous a son chemin des Anglais en fin de parcours. La Hard Rock, bon, ben, c'est le Handy's Peak à 14 000 pieds. Ou le Kruger's Canteen, le moment où les coureurs vont avoir un petit shooter. Il y a la grosse roche à la fin de la Hard Rock qu'on embrasse. Mais à la Western State, la signature, c'est le départ à Olympic Valley, dans un centre de ski avec de la neige, l'arrivée en haut de la montagne, le lever du soleil. Ensuite, on descend dans les canyons. Il fait 40, 45 degrés. Il fait chaud. Les images de traversée de route, hein, quand on parle de Robinson Flat, qui est un ravito assez mythique. Quand on voit les images de ça, on s'en rappelle. Et bien sûr, l'arrivée dans Auburn, comme ce qu'on voit présentement avec Katie Scheid dans les rues de la ville. C'est une course de trail, mais ça se termine avec un peu d'asphalte, question de bien se casser le peu de jambes qui nous restent. Puis c'est beaucoup côteux, hein? On la voit en ce moment, Katie Scheid, c'est encore en train de monter. Heureusement, ça va bientôt descendre jusqu'au stade. Katie Scheid qui a couru, si je ne me trompe pas, du début à la fin, sans aucun pacer, alors qu'ils ont droit. Hein? Ils ont vraiment... Ils ont vraiment le droit d'avoir des pacers, je pense, à partir quasiment de la moitié du parcours. Au moins pour les 40 derniers milles, si je ne me trompe pas, par cœur comme ça. Puis Katie Scheid a fait ça à l'européenne, sans pacer, comme ça peut se faire à un UTMB ou d'autres événements européens où les pacers ne sont pas permis. Puis on a vu Jim Wamsley faire exactement pareil. Il n'y a pas eu de pacer, sauf une section qu'à un moment donné, les animateurs ont dit « OK, il est accompagné de son pacer ». Je ne sais pas si c'était son pacer ou le membre de son équipe qui l'a accompagné jusqu'à la sortie du ravito, mais bref, nos deux gagnants ont fait ça seuls et c'est quelque chose, parce qu'avoir un pacer, peu importe le niveau, je ne peux pas parler pour ceux qui remportent les courses, mais avoir un pacer, ça peut vraiment, vraiment faire une différence. En fin de course, on a moins de facultés physiques et mentales, d'avoir quelqu'un pour nous accompagner là-dedans, puis d'avoir quelqu'un avec qui... jaser, partager du bon temps. C'était le pace. Des fois, ça fait juste la petite motivation de plus de courir les faux plans en fin de course. En tout cas, si on regarde Katie Scheid en ce moment, clairement, elle n'a pas besoin de motivation extra pour courir les faux plans montants. Mais là, on voit qu'elle est accompagnée d'un grand groupe. Je ne sais pas si c'est son équipe de course, mais pour la première fois de la course, elle n'est plus seule. Elle est en grand groupe. Et là, enfin, on est content pour elle. Ça descend. Ça descend. Il lui reste moins d'1 mille avant d'entrer dans le stade. Je rappelle que l'année passée, elle a fait ça en 16h43 et 45 secondes. Et là, elle s'enligne pour faire ça quasiment 1 heure de moins. Elle devrait passer la ligne d'arrivée autour de 15h50 de course. La deuxième femme de l'histoire à aller sous la barre des 16 heures. Quelque chose qu'on pensait impossible. Puis, je veux dire, le record de Ellie Greenwood date de 2012, c'était 16h47. Un record du parcours imbattable pendant une décennie. En 16h47, tu te dis, OK, la barre du 16h va être dur à fracasser. Courtney a montré que c'était possible. Et là, Katie Scheid, dans des conditions encore plus chaudes que l'année passée, nous démontre que c'est vraiment, vraiment possible. On a une shot aérienne en ce moment, ceux qui regardent le live, assez folle. Le dernier petit bout d'asphalte dans la rue avant de prendre un petit raccourci dans le gazon, sauter une chaîne de trottoir ou je sais pas trop et arriver dans le stade. Et c'est ça qui va se passer à l'instant. Katie Scheid va entrer dans le Placer High School, la track de 400 mètres pour terminer sa course. Il lui reste
300 mètres de piste et elle sera notre gagnante de la Western State 2024. Écoutez, elle a mené la course du début à la fin. C'est quelque chose qu'on ne voit pas souvent. C'est quelque chose d'extrêmement impressionnant qui demande vraiment une force physique et mentale, de garder le focus, de serrer les dents, de juste creuser l'écart de ravito en ravito. Même pas de pacer avec qui en jaser. Tout seul. C'est des longs moments seuls, une course comme ça. Puis on ne l'a pas vu courir avec personne, même si c'était à travers le peloton de tête des hommes. On ne l'a pas vu courir avec quelqu'un. Elle a fait ça vraiment en solo. Performance. Un tour de force que Katie Scheidt nous offre aujourd'hui. Et elle a inscrit son nom dans le livre d'histoire de l'ultramarathon, de l'ultra-trail et bien sûr de la Western State avec cette victoire en moins de 15h50. Elle va tourner le coin, on va voir, mais ça risque d'être un genre de 15h47. C'est une performance immense. Immense, immense. Et voilà, on déroule la banderole. On l'accueille. Prends le temps de faire un petit câlin à quelqu'un dans la foule. Ben oui, pourquoi pas. Elle semble très, très en jambes. La foulée est encore là pour une fille qui court depuis 15h46. Et elle va traverser ça en 15h46 et 56 secondes. Katie Scheidt est la grande gagnante de la Western States 2024. Après l'UTMB en 2022, après la Diagonale des Fous en 2023, la voilà gagnante de la Western State. Immense performance. Et un peu comme Jim tantôt, elle a l'air quand même fraîche. Ça n'a pas l'air d'une fille qui vient de courir pendant 15 heures. C'est impressionnant quand même de voir ces athlètes-là, ce qu'ils réussissent à accomplir, d'être aussi solides sur leurs pattes après un 100 000 comme ça. On la voit serrer sa famille dans ses bras. Immense performance de Katie Scheidt. Il est 23h48 et c'est ce qui va terminer ce live, mesdames et messieurs. Merci beaucoup à ceux qui sont restés dans le live. J'en vois, il en reste encore une bonne gang. Nick Gélina, Mike Garneau, Pierre-Antoine, écoute, Annick Ferland. Je vous remercie. Je ne peux pas tous vous nommer, là, mais c'est très, très cool, tout le monde, d'être venu faire ce live-là, improvisé, bien tard. Richard Turgeon est là. Richard qui nous écoute de quelque part au Colorado. Énorme performance, t'as raison, mon Richard. Puis on a très hâte de te voir dans moins de 2 semaines pour la Hard Rock. Kim de Ban, merci d'être là. Merci à tout le monde. Ça a été vraiment très cool. Puis je pense qu'on va le pitcher en épisode. Pourquoi pas? C'est l'épisode 199. On commencera la série Hard Rock avec le 200. Fait que, regarde, voici, vous venez d'assister sans le savoir à l'épisode 199. On va pitcher ça sur les plateformes. Puis ceux qui veulent revivre la dernière heure et demie de la Western State, vous l'aurez. Puis ceux qui veulent pas, ben, vous l'aurez pas. Puis c'est bien correct. On s'amuse avec ça, le podcast. Puis on improvise. Le live, c'était une idée de dernière minute. Puis on l'a fait. Il y a eu du monde au rendez-vous. On a eu beaucoup, beaucoup de fun à m'entendre déblatérer pendant 1h30. J'espère que j'ai pas dit trop de niaiseries. Mais je pense que j'ai dit le mot incroyable plusieurs fois. Donc voilà, comme d'habitude, moi je termine en remerciant David Hébert pour le design graphique du podcast, Fred Desroches pour le thème musical. Je remercie NAC qui est le partenaire principal du podcast depuis toujours. Je remercie Noctem pour cette pas sortie du bois que je buvais aujourd'hui. Et je remercie Capic 1 qui va me fournir le café que je vais boire demain matin quand je vais me lever vraiment très tôt, quand mon petit gars va vouloir commencer à aller jouer à la ferme, au vélo, peu importe à quoi il veut jouer. Fait que Capic 1 va être là pour me supporter là-dedans aussi. Donc, il est 23h50. Merci tout le monde, puis on se dit à très bientôt pour le début de la série sur les sentiers de la Hard Rock, dans lequel on entendra très, très, très certainement l'ami Richard Turgeon. Cheers tout le monde! Bye!